Comme vous l'avez vu sur les élections municipales, on en est sorti avec un bilan qui est assez intéressant. J'avais vu passer une vidéo du Monde et pas mal de journalistes un petit peu en mode Le Monde, etc., qui ont un petit peu le regard de personne n'a gagné, tout le monde a perdu, tout le monde revendique la victoire alors que personne n'a gagné les élections municipales. Ça me fait beaucoup penser aux élections législatives de 2024, by the way, hein, le truc de ah, tout le monde revendique avoir gagné, la gauche revendique avoir gagné, l'extrême droite revendique avoir gagné, mais en fait tout le monde a perdu, personne n'a gagné, mais Macron a raison, finalement, aucune majorité ne se dégage de ce pays, etc., etc. Oui, le paysage est fragmenté. Bon, bref. Et en vrai, ça dépend où, ça dépend pour qui, et ça dépend quels objectifs de quels objectifs on parle. C'est-à-dire que oui, en effet, il y a une fragmentation de plus en plus claire du paysage politique français. La fameuse tripartition qu'on observe à l'Assemblée nationale se retrouve aussi dans les municipalités. T'as beaucoup de municipalités qui ont été remportées. Après, faut pas oublier que les dernières les dernières élections municipales, c'était en 2020. Donc c'est des élections relativement anormales. Je pense que c'est ce qui peut... Je sais que certaines personnes expliquent un petit peu les hauts scores des écolos en 2020 au Covid et le fait que bah, forcément du coup ça a créé du coup artificiellement des élections municipales où l'abstention a monté et généralement quand l'abstention monte, c'est certaines catégories sociales qui s'abstiennent et du coup ça a plutôt favorisé un vote en faveur des écolos avec le momentum des européennes, avec le Covid qui vient un peu fausser le truc, etc. Donc c'est compliqué aussi de faire des comparatifs par rapport aux dernières mandatures, quoi, par rapport à qu'est-ce qui s'est passé avant. Oh là là, les écolos ont perdu plein de villes, oui, bon, ok. Faut aussi s'interroger sur ce qui avait fait déjà qu'en premier lieu, ils les avaient gagnés, ces villes. Il y a aussi le fait que dans beaucoup d'endroits, déjà, donc pour ce qui est de la France Insoumise en 2020 avait un peu fait des élections municipales sans vraiment les faire. C'est-à-dire c'était un petit peu la méta de faire des listes citoyennes. Donc, bah, en fait, dans le gloubi-boulga des listes citoyennes, plus Covid, plus on s'investit pas trop dans ces municipales, etc. Bah, ça avait fait qu'au final, oui, on avait gagné des villes comme Fâche-Tuménil et comme Grabel, mais c'était des victoires, enfin, c'était des surprises déjà pour les insoumis eux-mêmes qui étaient en mode oh, OMG, on a gagné, bah super, bénef, on prend, tu vois. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, c'était les premières municipales dans lesquelles il y avait la France Insoumise avec des bulletins France Insoumise, etc. Parce qu'au municipal de 2020, les endroits où la France Insoumise était en mode liste avec le logo, c'était généralement dans des contextes d'union de la gauche. Et il y avait, la France Insoumise s'était présentée dans des listes d'union de la gauche à certains endroits où il y avait eu des conseillers municipaux quand on était sortis et tout. Enfin voilà quoi. Donc ça, ce qui est pour ce qui est de la gauche, le PS continue de perdre progressivement des municipalités et on voit que ils essayent à tout prix de s'accrocher au peu qu'ils ont. On va parler après des alliances de second tour qu'il y a eu, mais ça c'est assez important de voir aussi comment le PS continue un petit peu de constater ses propres pertes dans ces bastions, quoi. Mais si on regarde aussi du côté de la droite, il y a un truc qui est intéressant du côté de la droite, le RN revendique pas mal de percées, mais c'est principalement dans des petites villes, sur un fond déjà de droitisation progressive. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup notamment du nord-est de la France. Dans le nord-est de la France, tu as un gros aspect de la percée de l'électorat RN qui se fait sur le dos de l'électorat de droite traditionnel. Et en fait, tu as pas mal de villes moyennes, on va dire, où le RN a gagné et a conquis des villes. Mais par contre, le RN perd son pari pour ce qui est des grandes villes, notamment. Bah, c'est pour ça que Toulon, ça a été beaucoup commenté, le fait que Laure Lavalette, donc députée du RN, ne gagne pas la ville de Toulon. Au final, la ville a été gagnée par une élue d'hiver droite, vous voyez. Mais t'as pas mal d'endroits où, du coup, la tentative de percer du RN, notamment de s'imposer comme étant en capacité de gouverner des grandes villes, des grandes collectivités, et donc de se présenter véritablement comme une alternative de gouvernement, bah, on voit que ça s'est passé un petit peu en demi-teinte. À Nice, est-ce que ça compte? Bah, à Nice, ça compte au niveau du rapport de force interne des extrêmes droites. C'est-à-dire qu'à Nice, c'est Éric Ciotti, donc qui bénéficie de l'assise historique de LR, UMP, RPR, etc. Enfin bref, lui, il vient des Républicains, il bénéficie de cette assise-là et il décide de devenir un faiseur de roi d'extrême droite en offrant cette ville à l'extrême droite avec l'union d'extrême droite, par exemple. Ce qui est intéressant pour Nice, c'est que se joue l'enjeu qui est en train de s'ouvrir maintenant à l'intérieur du Rassemblement national entre on va dire la stratégie Marine Le Pen et la stratégie Bardella. La stratégie Marine Le Pen, c'est une stratégie qui emprunte beaucoup plus au populisme de droite, c'est-à-dire se reposer le moins possible sur la droite traditionnelle, continuer de jouer la fable de l'antisystème jusqu'au bout, jusqu'à gagner, tu vois, genre c'est continuer dans cette voie-là. Là où la stratégie Bardella, c'est faire le pari de l'union des droites et prendre le pouvoir via une union des droites et en droitisant de plus en plus LR et en débauchant des gens de LR, du coup. Et donc c'est ce que dit notamment Stefano Palambarini, c'est un peu l'analyse qu'il fait que je trouve assez intéressante,
Je dis pas en mode il a totalement raison, il a totalement tort, etc. Mais je trouve que le plan que ça dessine un petit peu au niveau de la droite et de l'extrême droite, c'est intéressant. Donc, le RN fragilisé par sa normalisation et l'abandon de la posture anti-système risque fort de se faire siphonner par Philippe. Donc, tu as un petit peu l'angoisse avec, on va dire, la normalisation du RN que du coup, ce soit récupéré par une droite qui s'impose comme une droite dure à la Édouard Philippe, même à la LR. Hein, Retailleau, il a l'air aussi de jouer un petit peu cette game où il se revendique comme le nini entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et en vrai, je suis d'accord avec toi, comme Youssef, je pense que c'est plutôt la game que joue Retailleau plutôt que la game d'Edouard Philippe, où la droite, quand même, garde son image de stabilité, de capacité de gouvernement, etc., face au RN, qui serait le fait de tomber dans l'inconnu, qui correspond un peu plus à un affect qu'on retrouve davantage chez les électeurs de droite traditionnels que chez les électeurs d'extrême droite. Primaire des unionistes enterrés, les écolos payent leur lien privilégié avec le PS en crise verticale et terminale. Donc ça, on va revenir sur la gauche après. Le RN en dehors du second tour, je suis probablement le seul à l'imaginer, mais je pense que la stratégie Bardella, donc se confondre avec la droite pour lui piquer des voix, a une chance de devenir un boomerang. À gauche, c'est plus simple, il n'y a rien qui tire la route en dehors de LFI. Bon. Mais du coup, voilà, l'angoisse un petit peu. Donc la question, en fait, à l'intérieur du RN, c'est est-ce que la strate d'union des droites, est-ce que la strate de se reposer sur le reste de la droite va pas jouer contre, finalement, son camp vis-à-vis du RN et va pas en fait risquer du coup par rapport à la logique dynastique qu'on retrouve en fait dans l'histoire du RN et du FN avec Jean-Marie Le Pen, puis Marine Le Pen et puis une volonté de bien tout garder dans la famille, tout verrouiller, etc. Le risque c'est que du coup en s'ouvrant au reste de la droite, ils perdent du coup le verrou qu'ils ont sur le parti et du coup la saisie qu'ils ont sur le champ politique à l'extrême droite. Et ça a l'air d'être un peu confirmé parce que dit Marine Le Pen quand elle dit il ne faut pas ouvrir à la droite, il faut ouvrir à tous les Français. Je m'adresse pas à l'électorat de droite ou à l'électorat de gauche, je m'adresse à tous nos compatriotes parce que c'est ainsi qu'on crée une majorité, un avenir meilleur pour les Français. On voit que Marine Le Pen continue d'avoir une rhétorique de je veux pas en appeler à la droite, parce que bon, évidemment qu'elle en appelait pas à la gauche, mais je ne veux surtout pas garder cette idée de populisme de droite où on essaie de dépasser le reste des appareils, là où Bardella semble vouloir jouer un petit peu plus la normalisation, l'union des droites, etc. Vous avez parlé de 2027 justement, après la victoire d'Éric Ciotti hier à Nice, est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut ouvrir à droite justement dans la perspective de 2027? Non mais il ne faut pas ouvrir à droite, il faut... Donc la question du coup du journaliste de CNews, c'est après la victoire de Ciotti, est-ce que pour vous c'est le pari gagnant d'ouvrir à la droite et de parier sur l'union des droites? C'est vraiment la question du journaliste de CNews en mode est-ce qu'il faut faire l'union des droites? Ouvrir à tous les Français. Il faut arrêter avec ces considérations. Je crois vraiment que l'élection présidentielle, c'est l'élection précisément où il faut s'adresser à l'ensemble des Français, quelle que soit leur origine politique. Ils peuvent tous se retrouver. Leur origine politique. Leur origine politique. Hein, voilà. Leur origine. Voilà. Non, politique quand même. Calmons-nous. Politique. Le projet qui est le nôtre pour la France, dans les grandes orientations que nous souhaitons impulser pour notre pays, afin qu'on puisse relever les défis que nous impose le 21e siècle. Voilà, donc moi je m'adresse à tous les Français, je ne m'adresse pas à l'électorat de droite ou à l'électorat de gauche, je m'adresse à tous parce que c'est comme ça qu'on crée une majorité, une dynamique et un avenir meilleur. Mais j'ai l'impression du coup que c'est un petit peu ce qui se joue en ce moment à l'extrême droite. Ouais, c'est un peu garder sa fake ligne gaulliste, sa fake ligne sociale aussi. Hein. Et du coup, c'est un petit peu le débat qui est en train de se jouer et qui s'ouvre au niveau du RN sur est-ce que les municipales, comme un petit peu ce que semble indiquer Bardella, est-ce que les municipales nous indiquent que notre espace politique il est à droite et qu'on peut devenir la nouvelle droite, qui est un petit peu plus la ligne Bardella, on va dire, la ligne du nom des droites, ou est-ce que les municipales n'ont pas du tout la même logique que les présidentielles? Et là-dessus, je suis plutôt d'accord avec Marine Le Pen. Ne prenez pas ça hors contexte. Ou alors, est-ce que les présidentielles, c'est une élection qui a une logique complètement différente et dans ce cas, jouer sur l'union, c'est une connerie, il faut parler à tout le monde. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que c'est en miroir des débats qu'il y a à gauche depuis des années. Parce que c'est exactement le débat qui est en train de s'ouvrir au niveau de la gauche de est-ce que l'union c'était bien? Est-ce que la FI dans l'union ça fait perdre la gauche? Est-ce qu'il faut y aller tout seul? Est-ce que gna gna gna, etc. Donc je trouve que il y a un peu des similarités là-dedans parce que en fait, la France Insoumise et le RN, en tout cas plutôt le RN mariniste, côté Marine Le Pen, ont tous les deux un enjeu de prendre une place centrale dans un monde électoral qui est complètement fragmenté. Donc en fait, les deux ont cette position plus d'outsider qui a pour but de remplacer et de supplanter les clivages politiques préexistants. Donc en fait, au final, c'est intéressant de voir cette espèce de parallèle qui se met en place finalement entre la question stratégique qui s'ouvre, quoi. Intéressant, il y a une brèche pour affaiblir le camp de l'extrême droite. Oui, alors évidemment, c'est énormément joué avec le feu, hein. Mais en tout cas, il y a un désaccord et c'est vrai que c'est assez rare. Pas
rare. Mais en tout cas, on va dire c'est récent dans l'histoire du rassemblement du FNRN, Front National Rassemblement National. C'est assez récent qu'il y ait ce genre de désaccord fondamental sur la ligne stratégique. En effet, c'est énormément lié au fait que maintenant Bardella soit le président du parti et que du coup, l'arrivée de quelqu'un qui n'appartient pas à la dynastie historique à la tête du parti. Oui, en effet, paf, il y avait déjà eu Philippot, mais Philippot n'était pas à la tête du parti. Et du coup, c'est en partie pour ça que Philippot est parti. Après, Philippot, lui, il avait pas du tout une ligne du nom des droites. Lui, il avait une ligne encore plus populiste, outsider. Mais en effet, Philippot, il y avait un petit peu eu ce clivage-là, ce débat-là. Et là, le clivage commence vraiment à s'installer à la tête du Rassemblement national, maintenant que Bardella en est le président, que Marine Le Pen, il y a toujours la question sur sa possible inéligibilité d'ici la prochaine présidentielle. Et pour moi, c'est assez aussi symptomatique du fait que c'est la possibilité d'arriver au pouvoir qui pose aussi ce genre de débat, stratégique, quoi. Donc voilà pour ce qui est des équilibres à l'extrême droite. Pour ce qui est de la droite, on voit clairement que Édouard Philippe commence à utiliser sa victoire, essaie d'utiliser sa victoire au Havre pour commencer à se frayer un chemin au niveau de l'élection présidentielle. Et les sondeurs ne s'y trompent pas, parce que Édouard Philippe devient une des hypothèses sondées avec Gabriel Attal. Quitte à faire la continuité de la droite, on fait la possible continuité de Macron au travers de Gabriel Attal, donc de l'appareil Renaissance, en fait, de l'appareil politique macroniste, ou la continuité du macronisme au travers de Édouard Philippe, qui a été Premier ministre. Et qui représente un peu plus une droite qui ne se prétend plus trop d'être du centre. C'est-à-dire que Attal fait genre un petit peu le centre, le rassemblement, c'est un peu le macroniste des origines. Beaucoup de macronistes de gauche sont un petit peu des macronistes des origines dans ce sens-là, puisque c'est beaucoup de gens qui viennent de l'Alliance PS, qui viennent de ce truc-là, etc. Donc le macronisme des origines s'est renoué avec ce truc ni de droite ni de gauche, avec un centrisme exalté. Là où chez Édouard Philippe, on a plus un macronisme qui assume son appartenance à droite et qui vise du coup à supplanter LR à ce niveau-là. Mais en tout cas, on commence à avoir une division des stratégies à droite, où il y a de plus en plus je crois qu'il n'y a jamais eu autant de chapelles concurrentes à droite, et particulièrement autant de chapelles concurrentes sans espace politique pour régler les conflits, parce que c'est aussi ça. C'est-à-dire que pourquoi à gauche on s'écharpe sur la primaire de la gauche, etc. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de partis à gauche et qu'on hérite du délitement du Parti socialiste qui a créé en fait un vide au niveau du pouvoir et du rapport de force, où se concurrencent non plus des personnalités dans un parti, mais des appareils de parti entre eux. Et c'est ce qui amène à l'absurdité de proposer une primaire de la gauche. Mais du coup, à droite, ils vont se retrouver dans la même situation, où il y a plusieurs appareils de parti qui sont en concurrence. LR n'est plus ce que c'était. Horizon commence à s'imposer et revendique son rapport de force, parce que Horizon a chopé quand même pas mal de mairies. Les macronistes qui revendiquent leur héritage présidentiel. Les LR de droite qui veulent l'union d'extrême droite, etc. Donc, on commence à voir du coup cette division des appareils de parti qui ne peuvent plus simplement se régler par un processus de désignation interne à l'UMP ou aux Républicains qui décide qui va se présenter pour la prochaine présidentielle. Donc, on a cette division des droites qui commence en tout cas qui pointe progressivement. La question, c'est comment est-ce qu'elle va être soldée. Parce que traditionnellement, ce qu'on disait de la droite, à l'époque de l'UMPS, c'était que globalement, à gauche, comme on a une tradition démocratique, tout le monde s'écharpe, et c'est pour ça qu'on a une primaire, et que c'est pour ça qu'on se retrouve à se détester et à faire campagne les uns pour les autres, mais il y a une tradition démocratique qui fait que on fait plus naturellement des primaires. Là, je vous parle, c'est pas vrai, hein, c'est complètement faux, mais c'est un petit peu la fable qu'on se raconte sur la droite, à l'époque du PS, à l'époque de Hollande, etc. Et à cette même époque, la fable qu'on racontait sur la droite, c'était que, à l'inverse, la droite a une tradition gaulliste, a une tradition de culte du chef et de déférence au chef, et que quiconque était nommé démocratiquement ou pas démocratiquement serait le chef naturel, et qu'en fait il y avait cette logique de charisme naturel, d'autorité du chef, qui faisait que c'était plus rare de voir la droite divisée, parce que dès qu'un chef était désigné, les gens se rangeaient au nom de l'ordre, etc. Encore une fois, c'était une fable que se racontaient les gens, ça correspondait absolument pas à la réalité des choses. Dieu sait qu'à LR, ça se tapait dessus, ça s'écharpait, ça sabotait à LR, à l'UMP et au RPR avant, ça s'écharpait, ça se sabotait les campagnes, etc. Mais ça faisait un petit peu partie du mensonge que les uns et les autres se racontaient pour justifier pourquoi leur camp était divisé quand les autres étaient unis, et vice-versa. C'est-à-dire que la gauche justifiait qu'elle était unie grâce à la magie de la démocratie quand la droite était divisée, et la droite justifiait d'être unie face à la gauche complètement éclatée en disant qu'ils respectaient l'ordre. Voilà. Oui, il y a eu le conflit Sarko de Villepin, il y a eu, comment ils s'appelaient les vieux là, tous les vieux barbouzes de l'époque du RPR avec Chirac. Enfin, voilà,
y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, voilà, c'était le récit que se racontait la droite et la gauche à l'époque de l'UMPS. Et là, on se retrouve face à un truc où ils peuvent plus vraiment se prévaloir de ces vieux récits. Donc c'est intéressant, c'est que même les récits de justification politique s'effondrent face à la situation objective. Bah, ils peuvent plus prétendre être d'un côté le parti de l'ordre et de l'autre côté le parti de la démocratie et de justifier la division de l'autre par leur propre union parce que tout le monde est divisé, quoi. Et donc, ce qui nous amène à la gauche. C'est ce qui nous intéresse ici. On va commencer par Olivier Faure. Forcément, on est en politique. L'action n'existe pas sans stratégie. Sans analyse, pardon. La stratégie n'existe pas sans théorie. Et que, du coup, bah, forcément, la première querelle qu'on voit émerger après ce second tour des élections municipales, c'est la querelle sur l'analyse des résultats. Et là-dessus, on voit que déjà, dans l'entre-deux tours, on avait vu ça, où il y avait un discours médiatique après le premier tour des élections municipales, mais ça, c'est assez classique, on avait eu pareil aux législatives de 2022. Il y avait eu un discours médiatique de « c'est la percée de la France insoumise, la percée LFI, c'est une folie, la France insoumise s'installe définitivement dans le paysage politique, etc. etc. » Ce à quoi le camp Glucksmann-Hollande a très vite tapé sur les doigts les journalistes. Et d'ailleurs, les journalistes bien serviles qui sont vite rentrés dans le rang. Parce que du coup, le camp de Hollande, Glucksmann, etc., qui a tout intérêt à voir mourir la France insoumise, à ne surtout pas admettre que c'est quand même des résultats positifs pour la France insoumise, on va pas se mentir. Au moins, ne serait-ce que parce que Baxit ne pourra plus dire « ils n'ont pas d'ancrage local dès qu'il faut critiquer la France insoumise, c'est bon, hop, va falloir changer de disque, vous avez 80% de vos arguments qui se sont envolés. » Je sais pas quel tweet je viens de plagier, mais très bon tweet. Et donc voilà, et donc t'avais du coup de l'autre côté les Glucksmann et Hollande, etc., qui étaient en mode non, il faut surtout pas dire que la France insoumise fait une percée, les gens risquent d'y croire, arrêtez de dire ça, il faut au contraire dire que la France insoumise fait un flop, que c'est n'importe quoi, etc. Donc t'as eu un petit peu cette évolution de discours entre le premier tour et l'entre-deux tours, où les journalistes sont très vite redescendus, ont commencé à dire en fait la France insoumise fait un flop, c'est la fin de la France insoumise, etc. Et là, à l'issue du second tour, avec du coup des villes que le PS a perdu, des villes que les écolos ont perdu, mais des villes aussi où malgré des listes d'union, entre même parfois l'aile droite du PS et la France insoumise, qui ont tout de même été perdues, c'est-à-dire qui ont été perdues malgré l'union avec la France insoumise, et ça a ouvert un tout nouveau discours, on en a beaucoup parlé sur le plateau du Zawa Talk, ça a été un tout nouveau discours de la France insoumise fait perdre les élections. C'est-à-dire que la présence de la France insoumise est suffisamment repoussoire, c'est la preuve que personne ne veut voter pour la France insoumise et qu'en fait c'est le PS qui doit être aux commandes pour les présidentielles. La France insoumise fait tellement voter personne que même dans des endroits où tu as des socialistes respectables, les gens ils votent pas pour eux. On va y revenir là-dessus parce que c'est un argument pourri. Mais déjà du coup, Olivier Faure, qui se retrouve un petit peu entre les deux feux, à devoir justifier que la stratégie d'union qu'il défend, qui représente au sein du PS, est la bonne, mais que quand même, il veut donner des gages à l'aile droite du PS et à Hollande, parce que Hollande a bien sous-entendu que le bilan des municipales, il voudrait la tête d'Olivier Faure. Et donc là, il y a la question de Olivier Faure qui représente la ligne de l'union, qui a permis de faire revivre le PS, quand même, on va pas se mentir, et de plus en plus sous le feu des attaques, et notamment du camp hollando-glucksmannien. Quand vous avez des maires qui font des choix, je respecte, et par ailleurs, puisque ça a été évoqué à l'instant par vos confrères, je regarde quelles sont les villes qui ont fait un accord. Et je vois aussi quelles sont les proximités que ces élus avaient dans le Parti socialiste. Et je vois que ce sont ceux qui sont les plus virulents au plan national contre la France insoumise qui ont fait des alliances avec la France insoumise. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à Tulle, ça veut dire qu'à Brest, ce ne sont pas les socialistes qui sont les plus proches de moi qui ont fait des alliances avec la France insoumise, mais plus proches de ceux qui, aujourd'hui... Quand vous Donc, ce qui est intéressant déjà, c'est que Olivier Faure, il fait un Uno reverse card en disant non, les socialistes qui sont dans mon camp, ils n'ont pas fait l'union avec la FI. C'est les socialistes pro-Hollande qui ont fait l'union avec la FI. Ça, c'est assez précis, parce que comme d'habitude, c'est à moitié faux, mais c'est une façon de dire, si tu veux, de dire à Hollande, en fait, si tu veux revendiquer la ligne de l'absence totale d'union, c'est encore moi qui le fait le mieux. Et les tiens, vous êtes d'autant plus cyniques et obsédés par vos places que vous n'allez jamais respecter votre ligne de anti-union, parce que dès que vous flippez pour vos postes, vous allez faire union avec la France insoumise. Donc, il fait la Uno inversion pour dire non, c'est moi, le mec qui va le mieux défendre la ligne contre l'union et même qui va la rendre gagnante. Là-dessus, c'est à moitié vrai, c'est à moitié faux. C'est à moitié vrai et à moitié faux. Pourquoi ? Olivier Faure n'a pas tort en disant que les fameux endroits où le PS a fait l'union avec la France insoumise et a perdu, c'est des endroits où c'était l'aile droite
du PS. Il donne l'exemple de Tulle et de Brest, mais c'est aussi pour dire que dans ce cas, c'est que c'était une gauche qui était tellement dans la dèche, qui était tellement détestée, dont les gens n'en pouvaient tellement plus, que même l'union avec la FI n'a pas suffi. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des gens, ils ont fait l'union avec la FI parce qu'ils avaient conscience qu'ils allaient perdre leur bastion. Leur dernière planche de salut, c'était d'essayer de gratter les voix de la gauche. Et en fait, on a vu que c'était déjà des situations désespérées et que en fait, qui était déjà du fait du Parti socialiste lui-même en fait. Toulouse aussi, le PS Delga. Oui, Toulouse. Alors Toulouse, c'est assez intéressant parce que on a vu typiquement cette situation où François Briançon, qui s'est allié au second tour avec François Picmal, c'est un mec qui fait partie du coup du PS de Delga, qui est plutôt de l'aile droite, qui a dû même justifier de son choix, d'alliance avec la France Insoumise, mais c'est aussi quelqu'un qui avait déjà perdu en 2020, dans à peu près les mêmes proportions. Et donc ce qui est intéressant, c'était que c'était déjà un loser face à Moudingue. C'était déjà quelqu'un qui n'avait pas réussi à convaincre la fois précédente et qui était déjà dans une situation de faiblesse vis-à-vis de la droite. Et que du coup, est dans une situation dans laquelle, encore une fois, la bourgeoisie, Parti socialiste, etc. Non, en 2020, c'était pas lui. Oui, mais la gauche de Toulouse, le PS toulousain était déjà... Oui, pardon, c'était pas lui en 2020, mais c'était déjà le PS toulousain qui était dans les mêmes proportions et dans la même merde en 2020. 2020, c'était pas pareil, c'était le Covid. Quoi qu'il arrive, c'était pas la même sociologie électorale qui a voté en 2020. Mais voilà, en 2020, ils avaient également perdu des voix entre le premier et deux tours comme Picmal. Oui, exactement. En 2020, on avait vu déjà un report de voix au second tour qui était en faveur de la droite et pas en faveur de la gauche. Donc ce qui est intéressant, c'est que on voit déjà des villes dans lesquelles le report des voix en faveur de la droite ou en défaveur de la gauche a l'air plutôt de tenir à une stratégie électorale qui s'implante de plus en plus dans ces villes-là, c'est-à-dire où les gens qui traditionnellement votaient PS vont plutôt avoir tendance à continuer la voie de la droitisation, où des quartiers populaires s'abstiennent massivement. Encore une fois, on va pas épiloguer sur l'abstention, etc. C'est une évidence à ce stade-là, tu vois. C'est même pas que LFI les fait perdre, c'est que LFI ne suffit même pas à les faire gagner tellement c'est des perdants. Donc là-dessus, Olivier Faure n'a pas tort. Là où Olivier Faure a un petit peu tort, c'est que la France Insoumise a aussi fait des unions à certains endroits avec des têtes de liste avec PS, ou alors avec des gens du PS, ou alors avec des gens qui étaient PS, écolo, etc., qui étaient plus sur une ligne unioniste, et les résultats n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que son truc de dire « mes lieutenants à moi n'ont pas fait l'union avec la fille », pas partout non plus, tu vois. Donc il y a aussi un truc de, voilà, ils essaient un petit peu chacun de se renvoyer la balle, de se renvoyer la faute, en disant un peu des semi-vérités, mais voilà, donc ils contiennent à la fois des mensonges, mais à la fois des vérités, de, en fait, oui, en fait, tout ça, c'est le bilan d'Hollande, en fait. On en revient au fait que le PS refuse de faire son bilan, et du coup, continue inexorablement sa chute vers le bas, dans laquelle la France Insoumise ne réussit même pas à sauver ses places, quoi. On a plus réussi avec les écolos qu'avec le PS. Oui, et ça montre aussi que notre sociologie électorale est plus une sociologie électorale qui est propre à celle des écolos qu'à celle du PS aussi. C'est-à-dire que les gens qui traditionnellement votent PS, qui se retrouvent à devoir voter pour une liste d'union avec la France Insoumise, vont pas particulièrement être mus par le sentiment de fidélité à la gauche. Là où, quand on se retrouve dans des alliances avec les écolos, il y a plus ce sentiment de fidélité à la gauche, ce qui est quand même ironique, parce que la France Insoumise se fait systématiquement éjecter de la gauche normale, et les écolos, à chaque fois, ils se distinguent de la gauche en disant la gauche et les écolos. Mais au final, les électorats écolos et insoumis, déjà, sont d'une plus proche. Ça, c'est un truc qu'on avait déjà observé pour les européennes. Mais aussi, les électorats insoumis et écolos ont plus cette solidarité vis-à-vis de l'étiquette de la gauche et vis-à-vis de la protection de la gauche vis-à-vis de la montée de la droite. Donc voilà. Dans les villes de gauche comme Grenoble, c'est passé, et dans des villes de droite, c'est pas passé. Waouh, quelle surprise. Oui, c'est ça. Et t'as des villes de gauche qui ont basculé, et t'as des villes de droite qui ont basculé aussi. Enfin, c'est genre, t'as des trucs de. C'est compliqué de faire. On peut pas faire des brosser à grands traits des résultats définitifs sur voilà la solution clé en main pour gagner la prochaine fois. Donc voilà. En vrai, je suis pas d'accord avec toi parce que je vois rarement des électeurs PS qui disent des plus jamais LFI c'est antisémite. À part les bozos de Twitter, je trouve qu'on garde quand même une certaine conscience politique à gauche. Là où je veux en venir à NBCBG, c'est plutôt que moi je parle plutôt des électeurs PS qui, pas forcément par rejet de la FI, par méfiance vis-à-vis de l'instabilité politique. C'est-à-dire la tendance à préférer la stabilité politique à une offre nouvelle, une offre qui renoue avec les fondamentaux de la gauche, etc. C'est plutôt ça dont je parle pour la sociologie électorale du PS. Et en fait, la stabilité ramène forcément au centre et à la droite. Rappelle, c'est 36 000 élections. Oui, 36 000 élections dans laquelle 80% c'est des listes sans étiquette, quoi. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il a d'autre à dire, Olivier Faure ? Et Toulouse, quand vous citez Tulle, vous pensez, et on imagine, à François Hollande. François Hollande qui, en effet, accuse votre stratégie. Il le dit, François Hollande, auprès de mes confrères du Parisien ce matin. Il parle d'une impasse. Ces résultats sont l'échec de la méthode d'Olivier Faure. La direction du Parti socialiste n'a pas su fixer de règles claires pour les accords, ni exercer l'autorité nécessaire pour dire ce qui était acceptable et ce qui ne l'était
pas. Et là, Hollande accuse Olivier Faure, il lui fait une accusation en couille molle, globalement, en mode tu n'as pas l'étoffe d'un chef, tu n'as pas été assez clair, etc. Oui, à cause d'Hollande. Je dis pas qu'Olivier Faure est un grand chef stratège qui est capable de tenir ses troupes, il est incapable de tenir ses troupes. Rappelle qu'à Strasbourg, il a dit que si Catherine Trautmann s'alliait avec la droite, ça valait un motif d'exclusion, etc., du PS ou quoi. Catherine Trautmann s'est alliée à la droite, bah, il a gardé son étiquette Parti Socialiste et elle n'a pas été exclue du Parti Socialiste non plus, tu vois. Donc bon, voilà. En termes de incapacité à faire valoir ses choix politiques et son autorité politique, oui, c'est clair qu'Olivier Faure, c'est pas génial. Mais il y a aussi que Olivier Faure, en voulant contenter la chèvre et le chou à l'intérieur de son parti, la ligne Hollande-Delga, la ligne des anti-LFI, qu'il a été incapable de donner une ligne claire. C'est aussi pour ménager la chèvre et le chou qu'il s'est retrouvé à être un chef sans tête, quoi. Mais un ancien président ne devrait pas dire ça. Quand on est un ancien président, qu'on a appelé nationalement à dire... Une petite ref au bouquin, un président ne devrait pas dire ça, qui disait globalement, c'est le fameux truc où il y avait des citations de Hollande sur les 100 ans, le truc comme ça, etc. Donc on voit qu'il est en mode attention, attention, Hollande, rappelle que les gens ils t'aiment pas. Bon, voilà, rêve de merde. Aucune alliance possible nulle part, y compris au plan local. Et que le même homme... Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Bernard Combe qui était le candidat sortant, maire sortant, à Tulle, qui dit, quand j'ai interrogé François Hollande, il m'a dit « l'union, l'union, l'union ». Voilà. Eh bien ça, c'est du cynisme. Et moi, je refuse le cynisme. Ce que j'ai fait, madame, c'est que quand j'ai posé une règle, mais j'ai compris aussi ce que me disaient des maires qui avaient le souci de conserver leur ville et qui l'ont fait dans la clarté. Donc voilà, donc lui, son point d'excuse, c'est de dire non, 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 il voulait l'union. Et moi, j'ai dit, je respecte la parole des concernés. Si tu veux sauver tes places en faisant des magouilles, sauve tes places en faisant des magouilles. Voilà. Où ils ont à chaque fois fait en sorte de s'allier avec des gens qui n'avaient aucun passif, ni antisémite, ni n'avaient été auteurs d'une forme de hooliganisation de la vie politique. Donc voilà, donc là on voit qu'il commence à y avoir guéguerre à l'intérieur du Parti Socialiste. Et en effet, ouais, c'est ça, exactement comme Lucien, sur vraiment la guéguerre de qui est le plus anti-LFI que l'autre. Président normal, moi ça lui a servi, mais c'est pas parce qu'on a l'air un peu bonhomme et jovial qu'on n'est pas turbo-autoritaire. Oui, Gurucnac, totalement. À quel point fort est finito? Bah là, Hollande commence de plus en plus à réclamer sa tête. Et là en ce moment, il y a toute la ligne Hollande, Delga, toute la ligne glucksmannienne en fait a envie de se faire Olivier Faure. De toute façon, ça fait longtemps qu'il est là. Il y aura le prétexte de ça fait longtemps qu'il est à la tête du parti, vous comprenez, il faut une nouvelle tête à la tête du PS. Au sort du premier tour, la décision d'Olivier Faure d'écarter tout accord national pouvait s'entendre, mais ne signifiait pas pour autant faites ce que vous voulez localement. Viendra le moment de la clarification. Oui, c'est ça. Viendra le moment de la clarification. Donc Hollande qui a fait un peu le tour des interviews, donc du coup on a eu Le Parisien et l'Opinion, bien évidemment, pour globalement dire je vais me faire Olivier Faure, je veux sa tête. Maintenant c'est moi qui reprends la baraque. Alors je sais qu'il y a débat sur l'analyse de est-ce que c'est parce qu'il veut y aller en 2027 ou pas. Moi je trouve que s'il y va en 2027 c'est une immense connerie de sa part. Moi le connaissant, il parie sur 2032, mais bref, on verra. Son but c'est de reprendre le parti, mais comme il avait fait après Ségolène Royal. Ségolène Royal qui se plante en 2007, Hollande qui reprend un peu plus les rênes sur l'appareil de parti. Bon alors au travers de l'élection de Martine Aubry qui du coup devient son obligé et qui lui permet de continuer de manœuvrer, et ensuite la primaire du PS, etc. Mais Hollande a profité de la défaite de Ségolène Royal en 2007 pour étendre de plus en plus son influence à l'intérieur du parti, in fine, et ça s'est soldé sur la primaire du PS en 2011. 2011, oui, c'est ça, qui s'est soldé sur sa victoire à la primaire et du coup son élection à la présidentielle. Oui, du coup, il y a Paul Hellec qui a fait un trade pour compléter un petit peu l'analyse. Je vous propose qu'on regarde ça. Donc, après des européennes très peu glorieuses pour un parti qui fait généralement les meilleurs résultats, les écologistes connaissent des défaites multiples à Strasbourg, Poitiers, Bordeaux, Besançon, Colombes, Annecy. Le trompe-l'œil de la vague verte se révèle cruellement. Oui, il y a aussi ce truc-là. Et qui a un petit peu l'angoisse, je pense, du côté de la France insoumise, de se dire, bon, c'est aussi possible de faire un score surprenamment bon pour les municipales. Du coup, après des européennes très peu glorieuses, donc voilà, donc la vague verte se révèle, donc la vague verte se révèle en trompe-l'œil. Donc encore une fois, rappelle qu'en 2020, c'était le Covid, c'était pas aussi, différent aussi la façon dont ça a été fait. Et aussi, t'avais, une illusion de la vague verte aux européennes, etc. Mais le problème, c'est que les écolos ont échoué à montrer leur capacité à garder des villes, mais aussi parce que toutes ces villes-là, c'était pas des villes 100% écolo. C'était des villes écolo union de la gauche. Donc il y a aussi l'aspect que les écolos étaient là
pour être maire, pour être tête de liste, mais ils étaient encore obligés de composer avec le PS qui faisait partie de leur majorité. Donc bon, le trompe-l'œil de la vague verte dont parle Paul Hellec, c'est aussi un trompe-l'œil sur le fait que les écolos n'étaient pas entièrement à la tête de ces villes. Et aussi qu'à l'intérieur de LV, encore une fois, il y a plein de lignes politiques qui s'opposent, et que du coup, d'une ville à l'autre, ça va pas se solder de la même façon, et que du coup, dans la façon de négocier avec le PS, ça va pas se solder dans les mêmes majorités et dans les mêmes décisions, etc. etc. ELV s'est comporté comme un PS bis avec un vernis vert dans leur ville, autant revoter PS ou chercher une alternative plus à gauche à la FI. Oui, c'est ça. Oui, ELV a montré que finalement, il ne changeait pas grand-chose, ça changeait pas grand-chose d'avoir un maire ELV que d'avoir un maire PS, quoi. Faut pas oublier aussi qu'en 2020, une des raisons pour lesquelles ELV a pu aussi facilement truster les têtes de liste au municipal, c'est aussi que le PS était encore en train de penser ses plaies, était encore au fond du trou. Et du coup, le PS avait aussi un intérêt à ne pas endosser l'échec des municipalités à venir. Donc au-delà de la politique municipale qui n'a pas suffisamment convaincu, l'absence d'un projet identifié et les alliances à géométrie variable n'ont sans doute pas aidé le parti à conserver ses positions. Sa dépendance aux autres forces de gauche est d'autant plus visible. Oui, globalement, on sait que ELV, à moins de connaître personnellement le maire, ce qu'il pense et avec qui il s'est engueulé au dernier congrès de ELV, globalement, tu sais pas ce qu'il va faire. L'étiquette ELV ne présage rien sur le contenu de la politique qui sera menée. Le Parti socialiste conserve de nombre de villes, malgré ses méthodes détestables comme à Paris et Marseille, où il bénéficie du vote utile, et sa responsabilité dans le basculement de la métropole de Lyon à droite. Pire, il confirme reconnaître sa candidate à Strasbourg. Donc voilà, donc le PS continue sa stratégie de là où on sauve les meubles, on le fait des façons les plus crades et des façons les plus déloyales possibles, quitte même à s'allier avec la droite comme à Strasbourg, où Trottmann n'a même pas été sanctionné. Donc ça, il confirme reconnaître sa candidate à Strasbourg, qui a fusionné avec Horizon, néanmoins en accusant la FI pour ses défaites à Avignon, à Brest, à Clermont-Ferrand, Tulle. Il omet de dire que ses candidats bénéficient d'un bon report de voix à gauche, les insoumis savent faire la différence entre la droite et la gauche. Donc voilà, donc en gros, globalement, que les insoumis votent utile, les socialistes, pas. Et c'est déjà ce qu'on avait observé lors du NFP. Lors du NFP, quand il y a eu les fameuses triangulaires avec les retraits pour faire le barrage républicain, etc., vous savez qu'il y avait des triangulaires avec un risque d'accession à la députation d'un député RN, où on avait déjà vu dans les différents sondages et dans les différentes statistiques électorales, on va dire, lorsqu'il y avait retrait, lorsqu'il y avait nécessité de faire barrage au RN, les insoumis votaient de façon très stable, selon les consignes de vote. Donc ils allaient voter pour des macronistes, ils allaient voter pour des socialistes, etc., etc. Par contre, les socialistes, lorsque c'était un insoumis qui devait bénéficier de l'union de la gauche, votaient moins que les insoumis ne votaient pour un socialiste. Et idem, alors les macronistes, ils votaient encore moins. Donc on sait que, donc ça c'est un truc qu'on sait depuis le NFP. Bon, la NUPES, on n'a pas eu ce truc-là, mais je serais prêt à parier que c'était un peu pareil. Et je pense que c'est un petit peu sur ça qu'ils ont parié à Tulle et globalement dans les bastions du PS de droite, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, la gauche, ils vont faire les bons castors, du coup c'est bien pour nous. Et c'est ce qu'on a vu aussi à Paris, où la gauche a fait le castor, alors que Emmanuel Grégoire avait en réalité une avance de baiser sur Rachida Dati. Ça c'est une folie, ça. Nul doute que l'épuisement des exécutifs socialistes sortants participe à expliquer ces défaites dans les villes historiquement détenues par la gauche. La responsabilité de la direction du PS dans les défaites à gauche ne s'arrête cependant pas là. En reprenant à son compte la stratégie d'ostracisation de la FI proposée par la droite et l'extrême droite, la direction du PS et Place Publique ont organisé la fuite d'électeurs de gauche sur leur droite, démobilisé des électeurs à leur gauche et galvanisé la droite. Donc bon, encore une fois, droitisation générale des champs politiques, ça continue, en fait, il y a des... Voilà. C'est probablement ce qui explique la plus amère des défaites, celle à Toulouse, où une part importante de l'électorat socialiste du premier tour pourrait s'être portée à droite, malgré la décision responsable du candidat socialiste de se rassembler derrière François Piquemal. À Toulouse aussi, il faut souligner le fait qu'il y a eu aussi une campagne intense de la part du patronat. On a vu, ça a été rappelé tout à l'heure dans le chat, je sais plus qui l'a rappelé, que à Airbus, il y a eu des scènes de pression managériale et de pression à l'emploi sur le vote, ce qui, si ça se confirme, c'est des gens qui ont témoigné sur leur lieu de travail d'avoir subi des pressions, notamment des pressions à l'embauche, etc., etc. Si ça se confirme, c'est une vraie dinguerie. Et en effet, à Toulouse, dans l'entre-deux-tours, tu as eu le grand raout de tous les patrons du coin qui ont fait activement la campagne de Boudinque aussi. Oui, l'aéronautique, c'est une grosse partie de l'emploi de la métropole. L'aérospatiale, c'est ce qui fait vivre en grande partie la métropole de Toulouse. Donc voilà. Donc encore une fois, et comme tu le dis, Coming Hussein, c'est un truc qu'il faut avoir en tête aussi pour 2027. Alors bon, l'avantage, c'est que l'entre-deux-tours des présidentielles, c'est 2 semaines, c'est pas une semaine. Il y a aussi que l'entre-deux-tours... Il y a aussi le fait que c'est que dans un entre-deux-tours en une semaine,
semaine, c'est pas aussi lisible que ça, l'Alliance. C'est-à-dire que tu fais une campagne de premier tour avec un truc largement à gauche, etc. France Insoumise à fond, etc. Avec le PS qui est en mode ah Berck, la France Insoumise on n'aime pas, etc. Tu t'allies au second tour, t'as une semaine pour faire campagne. Ça crée aussi du dégoût chez les gens et du désintérêt en mode oh là là les tambous il se fait chier les municipales, je comprends plus qui est allié avec qui. Moi la liste que je voulais ils sont pas là, du coup j'y retourne pas, tu vois. Donc t'as aussi ce truc là de une semaine d'entre-deux tours, c'est ce qui permet de garder un certain momentum de participation. En 2 semaines, les gens ils peuvent très bien oublier, ils croient que c'est fini, etc. Mais c'est ce qui crée aussi que bah oui, en une semaine, faut une semaine pour justifier que t'as fait alliance avec tes pires ennemis, quoi. Enfin tes pires ennemis non, avec tes adversaires, avec les gens avec qui ça s'envoyait des noms d'oiseaux avant, quoi. C'est de même le sectarisme du maire Place Publique, le seul maire Place Publique de Saint-Brieuc, qui explique sa défaite cuisante après son refus de fusionner avec l'AFI. La présence médiatique de Glucksmann apparaît inversement proportionnelle à sa force électorale quasi nulle sans le PS. Oui, c'est aussi un truc à souligner que Glucksmann, il a 4 élus et il est partout sur les plateaux télé. Je sais pas s'il va par là. Maintenant, RP peuvent revendiquer leur place aux 20h de France 2 comme Glucksmann, hein, si tu vas par là. Bah c'est bon, et aussi ils ont 4 élus. Très vite écartés, les fusions avec l'AFI sont positives dans de nombreuses villes comme à Nantes, Lyon, Grenoble, Aubervilliers. Le narratif des dirigeants socialistes ne tient qu'à sa reprise par des journalistes, toutes chaînes confondues, jubilant de pouvoir taper sur l'AFI. Donc voilà, donc pourquoi le PS peut aussi dire que l'AFI est une machine à perdre, bah c'est parce que les journalistes sont des petites merdes et qui disent qui répètent tout ce que leur dit le PS. Le PCF connaît une belle victoire à Nîmes et conserve de nombreuses mairies dans les banlieues rouges autour de Paris, Lyon, Grenoble et Marseille. Il avait dès le premier tour réélu plus de 200 maires, notamment dans les villes où le RN est fort ou en milieu rural. S'il perd la direction de certaines villes moyennes, il conserve une place importante dans les conseils municipaux, dans d'autres, à la faveur notamment d'alliances avec l'AFI comme à Saint-Denis ou à la Courneuve. Il reste la deuxième force de gauche en nombre d'élus locaux. Donc voilà, le PCF conserve un certain ancrage local, mais un ancrage local qui, notamment dans les banlieues rouges, se fait de plus en plus à la faveur d'alliances avec l'AFI, plus qu'avec le PS. La stratégie autonome de l'AFI a permis à cette force de faire une entrée importante d'environ 400 conseils municipaux et de revendiquer autour de 1000 élus, quand elle brillait jusqu'à présent par son absence liée à sa stratégie effacée en 2020 et à son jeune âge. Oui, on s'est rappelé que la France Insoumise a 10 ans, les gens. L'AFI reprend la tête aussi de villes de taille conséquente, Saint-Denis, Le Tampon, Roubaix, Vénissieux, Vaux-en-Velin, La Courneuve, sans compter celles où elle soutenait des candidats sur les listes citoyennes. Elle réussit donc une implantation sur le plan local, malgré un plus faible nombre de listes déposées par rapport aux autres forces politiques à gauche. Et ça, c'est aussi le truc qui est intéressant, c'est que sur ces municipales, la France Insoumise a énormément concentré ses efforts. Il y avait que environ 500 communes dans lesquelles la France Insoumise avait présenté une liste. Et c'est aussi l'indication qu'il y a eu une stratégie un peu plus resserrée, de éviter un peu trop la dispersion, de se présenter un peu partout et de pas trop savoir où est-ce qu'on se présente. Alors déjà 500 c'est beaucoup, hein. Et du coup il y a un truc de par rapport à la concentration d'efforts qui a été faite, bah au final on en sort en gagnant du coup un nouveau truc qui est un ancrage local qu'on n'avait pas avant. LFI en termes de voix de conseiller, ça fait x10 en 6 ans, en vrai c'est propre. Bah oui, hein. En vrai ça augmente assez bien quoi. LFI a évité la strate Hello. Bah un peu. Et encore une fois, c'est pas comparable parce que Hello c'est un parti trotskiste, révolutionnaire, etc. Mais et puis voir les discours en conseils municipaux, c'est cool de les voir. Oui, et aussi t'as tout de suite, dès les conseils municipaux élus, les prises de parole notamment beaucoup de conseillères municipales insoumises, élues suite à des fusions ou élues dans l'opposition, qui ont très vite fait le tour des réseaux sociaux, alors notamment à Montreuil, mais pas que, qui montrent aussi une utilité, on va dire, au vote France Insoumise. Et ça, c'est un autre truc que je voulais vous souligner, c'est que quitte à ce qu'on parle et qu'on soit obsédé sur Mamdani, s'il y a un truc à retenir de l'exercice du pouvoir de Mamdani, et j'espère que David Guiraud en prendra note, c'est faire savoir et communiquer sur ce que vous faites. Parce que typiquement, il y a un truc que Zoran Mamdani a très très bien géré à New York, c'est que dès qu'il fait un truc, le moindre truc, il faisait une conférence de presse, il faisait des vidéos, il se mettait en scène et il montrait que c'était pas en mode genre je suis élu et vous entendez plus parler de moi. Il y a vraiment eu une stratégie de chacune des actions, du déneigement à la création de la conseillère municipale aux questions LGBT, en passant par sa nouvelle veste de maire avec Carhartt. Et ça, c'est un truc à garder en tête. Ce que disait Bagayoko en interview chez le média. Ah ouais, il avait cet take-là. Vas-y, trop fort. Mais parce que je pense que c'est aussi ce sur quoi va reposer le fait de conserver cet ancrage local. C'est de faire savoir chaque truc qu'on fait, ne pas avoir honte de ce qu'on fait, ne pas hésiter aussi à visibiliser les désaccords, les désunions, ne pas hésiter à visibiliser tous les trucs. Montrer justement que l'argument qu'on avait dans élire des conseillers municipaux, c'est élire des gens de combat, des trucs comme ça, bah maintenant il faut montrer ce combat. Et il faut savoir montrer ce combat au quotidien. C'est aussi comme ça qu'on va pas faire un flop comme ELV, quoi.
Bali va faire son prochain conseil municipal à l'extérieur. Alors oui, en effet, donc tu as les conseils municipaux extérieurs à Saint-Denis. Ça, c'est intéressant en termes de participation citoyenne et pour intéresser les gens. Après, on va pas se mentir, un conseil municipal, c'est chiant à mourir. Donc, faut aussi mettre ça en balance avec d'autres trucs. Mais oui, bien sûr. Stratégie de la caisse de résonance, c'est ce qui fait passer le groupe de 17 à 76 députés entre 2017 et 2022. Ne sous-estimez pas l'écho que vous aurez, nous vaincrons le doute du peuple par notre dévouement constant. J'adore tes phrases grandiloquentes du Rucknack. Mais oui, c'est ça. À Strasbourg, les écolos n'ont pas assez communiqué. En plus, ils ont eu l'opposition la plus agressive jusqu'alors. Bah oui. C'est ce que disait. Mais bien sûr, c'est exact. C'est Chavez. Chavez, il est arrivé au pouvoir. Il a vu que tous les médias bourgeois ne faisaient absolument rien dès qu'il faisait un truc quelque part. Dès qu'il améliorait les conditions de vie dans tel quartier, dans tel truc, etc. Ça n'intéressait aucun média. Les médias venaient pas aux conférences de presse. Bah du coup, il a dit bon bah très bien, on va communiquer nous-mêmes. Dès que vous allez quelque part, communiquez dessus. Soyez sûr que tout le monde est au courant que vous êtes passé par là et que c'est vous qui avez fixé le nid de poule. La révolution citoyenne, ça se passe partout, hein, même y compris après avoir été. La progression du RN avait été éclipsée par ses échecs fracassants dans les grandes villes au premier tour, à l'exception de Perpignan et Nice, dont Ciotti s'empare hier soir. Malgré un plus faible nombre de listes déposées, la formation d'extrême droite conquiert près de 70 communes. C'est un résultat historique et une catastrophe pour des villes du sud, ouest et est, comme Agde, Carcassonne, Menton, Cagnes-sur-Mer, etc. De même, le RN progresse et obtient des gains dans le bassin minier du Nord, à Liévin, Oigny. Donc, le truc sur la progression du RN, quand même, on en a parlé un petit peu au début. Il y a Montauban aussi, dans le sud-ouest. On voit que le RN commence de plus en plus à grignoter le sud-ouest, à Montauban et à Moissac notamment. Et c'est un truc où, parce que ça va être la nouvelle ligne de front du RN pour les prochaines années, c'est que là, la ligne de front du nord-est et du sud-est commence de plus en plus à être travaillée. Il y a de plus en plus d'équipes militantes qui sont sur le pied de grue. Et là, de plus en plus, il y a le sud-ouest qui va commencer à être investi énormément. La conquête de Montauban et de Moissac, c'est déjà un gros truc. Montauban dans lequel il y a déjà... De toute façon, globalement, si dans votre ville moyenne de l'Ouest, il commençait à avoir des groupuscules fascistes, c'est qu'il y a une stratégie d'implantation qui va se mettre en place pour le RN. Montauban, ça faisait déjà 7 à 10 ans que globalement, les petits jeunes de Montauban, au lieu de jouer à se faire la guerre dans la campagne, ils disaient bah vas-y, on va prendre des barres de fer et on va casser du gauchiste. Il y a une histoire fasciste déjà dans le sud-ouest, hein. Je veux dire, je veux pas parler de mes voisins qui se vantaient d'aller casser dans leur jeunesse au moment de la manif pour tous et tout. Bon, il y a une histoire d'extrême droite assez forte dans le sud-ouest, mais jusqu'ici, elle était beaucoup endiguée par la présence historique des radis, hein. Donc historiquement, Parti radical de gauche, Parti socialiste, Carole Delga, un petit peu, c'est tout ça, hein. Les radis, c'était rose dehors, blanc à l'intérieur, socialiste à l'extérieur, royaliste à l'intérieur. Mais c'est un ancrage qui appartient plutôt à un parti socialiste plutôt centriste, plutôt attaché, voilà, Carole Delga et tout. Même si on n'arrête pas de dire c'est la terre de Jaurès, la terre des révolutions, etc. Bah, avec la désindustrialisation, ça échue de plus en plus à l'aile droite du PS. Et là, de plus en plus, le gruyère socialiste est grignoté par un RN et un RN ultra vénère. Donc les électeurs du RN pourraient dans certaines villes s'être mobilisés pour la droite afin de faire barrage à gauche quand leur candidat n'est pas en capacité de gagner au deuxième tour comme à Clermont-Ferrand, à Avignon ou à Limoges. Donc on a vu un truc où l'électorat d'extrême droite a servi à faire barrage à la gauche et donc à faire gagner une union finalement, à mettre dans les urnes une union des droites et des extrêmes droites, donc qui accrédite du coup la stratégie Bardella. La perméabilité de cet électorat avec la droite traditionnelle LR en dit long sur la bataille rangée que vont se mener les deux formations, d'autant qu'ayant été pris en étau depuis 2017 par la Macronie et le RN, LR n'a cessé de reprendre à son compte les idées d'extrême droite. LR fanfaronné hier soir sur les plateaux, oubliant de préciser que le parti bénéficie d'une identification à des milliers de listes d'hiver droite non officiellement affiliées à LR, mais serviront pour les élections sénatoriales et ne dirigera que très peu de villes, de 100 000 habitants. Oui, parce que la stratégie de LR depuis des années, mais comme une bonne partie de la stratégie du PS, c'est beaucoup de lignes d'hiver gauche, d'hiver droite, et en fait, bah, derrière, les voix pour les sénatoriales, ça échoue au PS ou à LR. Dans le sud-ouest, il y a beaucoup de pieds noirs qui sont très RN depuis longtemps. Oui, de fou. Il y a des dynasties, on va dire. Donc, à la sortie des élections municipales de 2026, le paysage est difficilement lisible et ne présage en réalité pas grand-chose de la présidentielle de 2027. Et ça, c'est là-dessus que je veux vous laisser un petit peu sur... je finis pas le trade, mais le dernier truc, c'est que je rappelle, ce sont des municipales. Le seul truc que les municipales vont présager, c'est les sénatoriales. Rien d'autre. S'il y a un truc que vous voulez garder en tête en mode qu'est-ce qu'il faut que je retienne de ces municipales pour la suite, c'est les sénatoriales. Les présidentielles, c'est d'autres logiques. Et encore une fois, l'opposition qu'on a vue tout à l'heure entre la ligne Bardella et la ligne Marine Le Pen, bah, c'est le même truc. Et même à gauche, l'union de la gauche ne l'emporte pas forcément partout. Encore une fois, ça reste une élection quand même assez locale. Ça reste une élection dans laquelle les leviers de mobilisation ne sont pas forcément les mêmes partout. Là où au présidentiel, c'est une élection
qui est beaucoup plus centralisé, beaucoup plus national, et du coup, ce n'est pas du tout les mêmes logiques. Premier sénateur insoumis du Rhône, on a Siat OMG. Bah ouais, là, on va quand même engranger pas mal de grands électeurs dans le Rhône, pas mal de grands électeurs, encore une fois, regardez si votre département fait partie du groupe 2, mais sénatorial, groupe 2, les sénatoriales, il y a quand même beaucoup de départements qui vont être concernés. Et bon, en tout cas, c'est ce sur quoi les municipales vont avoir un impact, c'est sur les sénatoriales. Ne vous faites pas avoir par les gens qui essayent de faire des équivalences de nombre de voix aux municipales en projection de nombre de voix aux présidentielles. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Vas-y, on peut passer aux petites bisbilles de gauche. On peut passer aux petits trucs rigolos. Ruffin Guettet, OMG. Bah déjà, premier truc, c'est quand même Clémentine Autain. Le Big Bang de la gauche, non, c'est quoi cette fois? C'est pas le Big Bang de la gauche, c'est pas le Front Populaire, c'est pas EO la gauche. Ah non, EO la gauche c'était le PS. C'est il faut arrêter les conneries. Ruffin, c'est déconne pas la gauche. Autain, c'est arrêter les conneries. Parce que l'avantage de s'être débarrassé de Autain et de Ruffin, c'est que du coup ils peuvent se faire des guéguerres sur qui va lancer son site internet le soir des élections. Le 100e site internet de Clémentine Autain pour faire le Big Bang de la Ah gauche. ouais. Mais un jour, faut qu'ils lâchent ça. Quand est-ce qu'ils vont voir que personne ne les écoute, personne Non, mais ne vous aime? Tu sais que c'est même pas un site internet, c'est une pétition. Ah, Elle a tellement la glow guerre. down dans sa capacité à faire quoi que ce soit que elle a juste sorti une pétition sur son site internet. Maintenant, arrêtez les conneries. La gauche et les écologistes ont résisté pour ces élections municipales de 2026. Maintenant, ça suffit. Halte à la guerre des gauches. Il n'y a qu'un seul. Et du coup, la pétition, c'est pour demander quoi? L'union ne signifie pas. Donc, c'est faire l'union, ok. C'est une culture politique, une stratégie pour gagner. Bah, c'est clair que la stick de l'union chez Clémentine Autain, c'est bien. il ne sert à rien de rabâcher plus jamais avec ses traîtres ou c'est fini avec ses infréquentables, donc plus jamais PS ou jamais LFI. Tu sais, t'as le droit de dire les termes, hein, Clémentine Autain. Faut constituer des murs entre deux gauches et étant d'enterrer les haches de guerre, oui, quand la vague néofasciste nous pouvons et nous devons gagner. Tout doit être entrepris pour désigner une candidature commune à l'élection présidentielle. En un mois, il faut arrêter les conneries. Ok, d'accord. Donc ce qu'il revendique, Arrêtez les conneries. c'est quand même les gens. Pourquoi je me moque de Clémentine Autain? Le soir des européennes de 2024, du coup, où Macron avait annoncé qu'il dissolvait l'Assemblée nationale, j'étais allé faire un tour quand même sur Twitter, et j'avais vu passer avant que Macron ne puisse annoncer qu'il dissolvait que à 20h03, Clémentine Autain avait déjà fait un tweet pour prendre acte de la défaite aux européennes et proposer une alternative pour une union à gauche, etc., etc. Dans cette bataille décisive pour gagner 2027, tweet programmé 20h03. Donc voilà, elle s'était tellement précipitée sur le fait de vite faire un tweet pour lancer son initiative, etc., que du coup, elle s'était faite complètement baiser. En plus, il s'était un petit peu, pris les uns sur les autres parce qu'il y en avait qui préparaient déjà l'après, d'autres qui voulaient préparer le Front Populaire et du coup ils étaient pas sûrs de qu'est-ce qu'il fallait faire et tout, est-ce qu'il fallait faire une union et tout. Donc il s'était un petit peu catapulté sur les trucs, mais en tout cas elle avait déjà lancé ça. Mais rappelle que après les élections européennes de 2019, Clémentine Autain avait lancé le Big Bang de la gauche, ou pareil, tweet programmé à 20h03. Mais les gens, où à elle avait chaque dit- élection, Oui. entre 20h05 et 20h30, t'as un tweet de Clémentine Autain de il faut tout changer et le faire refaire autour de moi. Il faut absolument tout arrêter à gauche. Arrêtons-nous. Je me propose pour tout faire, s'il vous plaît. Alors là, Je ce suis qui est là pour ça. intéressant, c'est que cette fois-ci, elle a eu un petit peu de... On va parler de Ruffin après, vous inquiétez On pas. va parler de Ruffin après, vous inquiétez pas. Et du coup, de l'autre côté, mais le problème, c'est que du coup, maintenant que Ruffin et Autain ne sont du coup plus dans le même bateau, bah du coup, ils se font concurrence dans leurs initiatives de C'est trop leur drôle. stratégie Arrêtez de les parier conneries. sur la défaite. Du coup, donc voilà. Donc, Déconnons pas. du coup, elle, c'est arrêter les conneries. Et lui, c'est déconne pas à la gauche. Stop la division. On arrête les conneries, la gauche. Tellement stop la division qu'ils font des trucs dans le dos de l'entièreté du reste des appareils de parti pour dire, pour créer un nouveau truc d'union. Sachant que rappelle que l'affaire de la primaire, etc., de la gauche, primaire de la gauche, mes couilles, c'est déjà en cours. Il y a déjà le Front Populaire 2027 qui est lancé. Il y a déjà Marine Tondelier qui dit oui, il faut une primaire de la gauche, etc. Donc normalement, c'est déjà en cours leur discussion. Donc pourquoi leur pétition? C'est quoi le but de cette pétition? À part dire rejoignez le truc qui existe déjà. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? C'est vraiment le cliché de y créer de la division en demandant d'arrêter la division. Le fait quand même Non, que les 2020, oui, soutiens de Ruffin et Autain fassent des appels à l'unité avec le même élément de langage de dire un truc un petit peu vulgaire pour montrer qu'on est le peuple, Ah oui, en déconne même temps pas. en étant divisé, et que personne se dise que c'est le truc le plus bozo de les deux qui font un appel à l'union avec les mêmes termes, sont même pas unis les deux. Oui, Et il y a des ils renvoient gens même pas vers le même qui site disent- internet. Ah bah oui, non mais ils ont raison, hein. Moi je suis d'accord avec eux. Hein. L'union de la gauche, Mélenchon il parle fort quand même. Ils demandent l'union de la gauche en renvoyant même pas sur Mélenchon le il même parle site fort. internet, en centralisant même pas. Ruffin, Mélenchon
Mélenchon. c'est via Debout. Et Clémentine Autain, c'est via clémentinautain.fr. Mélenchon, il parle fort et il n'aime pas les juifs. C'est mon avis sur la politique. C'est la seule chose que j'ai à dire. Le fait que personne se dise, mais attends, vous nous prenez pour des cons. Vous voulez l'union et vous n'êtes pas capable de lancer un site en mode déconne pas dans les conneries. Ils ont qu'à fusionner, je sais pas. Mais c'est vraiment leur élément de langage tondelier de on parle cash. Ouais, on arrête les conneries maintenant. D'accord. Stop. Le vieux n'est rien sans Autain. Ah oui, oh là là. Jean-Luc Mélenchon s'éloigne de Clémentine Autain. Ça va lui coûter très cher aux C'était, élections de 2022. Tu fais À 200 000 référence à la meuf de Regard. Putain, comment elle s'appelle déjà? Voilà, la vieille là. Tricot, exactement, Catherine Tricot, qui, justement, à l'époque de... c'était quand? De l'élection C'était quand il présidentielle de commençait à 2022. s'embrouiller en 2022 et Oui. qu'elle a dit ça va lui coûter très cher, il passera pas les 10%. Oui. Ah. Que Clémentine Autain avait chialé de ne pas avoir sa place de reine dans l'appareil de campagne de Oui, l'élection qui s'était présidentielle. éloigné de. Il s'est éloigné de Clémentine. Il s'est éloigné Ça va de lui coûter Clémentine. très très cher. Oui. Aïe, 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 bref. Ah, quel bonheur. Moi, c'est le genre de truc, ça me rend heureux, mais heureux. Et du coup, Marine Tondelier qui a mis sa petite crotte de nez au passage. Mélenchon. Mélenchon a sabordé cette campagne. C'est la faute à Mélenchon. C'est la faute à Mélenchon. Mélenchon, il est méchant. C'est la faute à Mélenchon. Il est méchant, Mélenchon. Voilà. Et donc, on peut finir sur Ruffin. Vous l'attendiez tous. Le voilà. François Ruffin sur LCI qui prétend, du coup, se faire Clémence Guettet d'une façon, mais ultra misogyne. Direct avec François Ruffin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. François Ruffin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Quel est le premier enseignement de cette soirée quand on voit la France Insoumise, ce parti avec lequel vous êtes en rupture depuis un moment, qui est devant, qui remporte la mairie de Roubaix, qui dit déjà cap vers 2027, qui dit démonstration de force pour citer Manuel Bompard en vue de 2027, que répondez-vous? Bon, écoutez, moi ce que je viens dire ce soir, c'est déconne pas la gauche. Ah voilà, déconne pas la gauche. Je mets mon élément de langage. Déconne pas la gauche. L'iceberg. Le petit dessin, il était prêt déjà la semaine précédente. J'ai déposé le nom de domaine la semaine dernière. Donc, déconne pas la gauche. Tu sais, on dirait les gens qui font leur promo quand ils vont sur qui vont dans une émission un peu de variété, qui sont là pour la promo, mais genre le but c'est de faire un peu de faire un jeu télé où ils font leur promo, mais le but c'est quand même de faire le jeu télé où ils forcent tout le temps à vouloir faire leur promo au lieu de jouer au jeu. Pour moi, c'est juste comme d'hab, Ruffin, le bourgeois, qui essaye de faire populaire. Oui, c'est C'est ça vraiment, aussi. c'est comme d'hab. D'ailleurs, il s'est fait, on montrera après, il s'est fait détruire par Rima Hassan. Ah ouais, oui. À un point, l'humiliation est dure. Si Paris, Lyon, Marseille restent à gauche, tant mieux. Si ma ville, Amiens, bascule à gauche, tout comme ma ville chez moi. Là, je suis à Grenoble et j'espère qu'on fera la fête pour ma sœur dans 1 heure maintenant. Mais vous savez, une soirée municipale, c'est une soirée où on regarde en particulier les métropoles. C'est là où la gauche est forte. Et on voit que même là, on perd en ce moment. On perd à Clermont-Ferrand, on perd à Besançon, on perd à Poitiers, on perd dans plein de villes du pays. Et c'est pire dans le pays en entier. Et moi, je viens pour sonner l'alerte. Je viens pour sonner l'alerte parce qu'il nous reste 385 jours. Je vis avec dans ma tête avec un compte à rebours dans Heureusement ma tête. qu'il est vous là, savez. putain. Ah ouais, Heureusement qu'il y a Ruffin pour sonner l'alarme du fascisme. Sinon, qu'est-ce qu'on ferait? Et surtout Ruffin pour nous dire, s'il vous plaît, l'union de la gauche. Ah ouais. Déconnez pas, la gauche. Déconne pas à la gauche. Déconne pas à la gauche. Parce Très que bizarre, on n'était ça. pas assez unis. Et que là où on était unis, on a Ah. perdu. Donc on n'était pas unis de la bonne façon. Et quand on était unis, c'était pas oui. bien, comme à Clermont-Ferrand. Ou alors ça veut dire que l'union ça sert à rien Mais parce quand que on les gens était- ils veulent plus ça. Faudrait examiner cette théorie en profondeur. Pour l'instant, elle est au stade d'hypothèse. On la propose humblement à l'examination de notre public. C'est comme si on fonçait sur un iceberg. L'iceberg s'appelle Rassemblement National. Et à bord du Titanic de la gauche, on a les capitaines. Le mec, il vient juste de... c'est quand même fascinant. Hein. Le mec, il vient juste de décrire. Regardez, j'ai fait un petit dessin. L'iceberg, il s'appelle Rassemblement National. Il y a le petit truc de 2027. Et les gens, ils se tapent pour le gouvernail. Et du coup, là, t'as le reste de la gauche qui disent non, déconne pas, la gauche. Et on a fait un petit dessin sur notre site. C'est vraiment... Ils ont eu un élément, c'est tellement nul. Ça se voit que c'est un journaliste. Qui sont en train de se chamailler, se bagarrer, prétendent qu'ils sont gagnés, danser comme si c'était la victoire, alors que tout ça est un naufrage qui est en cours. Et c'est pas un naufrage seulement pour la gauche, c'est au fond un naufrage aussi pour la République. Et moi, je viens donc dire voilà, il faut changer de cap. Mais attends, du coup, je comprends pas. Il va se réjouir pour la victoire de sa sœur ou il va pleurer parce qu'il faut pas danser pour la victoire? Je comprends pas. Faut choisir, monsieur Ruffin. Il faut changer de cap maintenant, et ça se fera pas avec les petits marquis de la politique. Ça se fera pas avec les apparatchiks qui défilent sur les plateaux télé. Ça se fera parce que les
gens de gauche, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Les 3/4 des électeurs de gauche, ils disent on veut une candidature commune. Les 3/4 des électeurs... Mais oui, mais on ne veut pas la même candidature commune. Les électeurs insoumis, ils veulent la candidature commune de Mélenchon et tout le monde qui se rallie derrière Mélenchon. Oui, c'est aussi une candidature commune si vous fermez vos gueules, en fait. Oui, c'est Que ça. c'est difficile En à fait, comprendre. ils n'ont pas compris que pour avoir un candidat unique, il suffisait qu'ils arrêtent de se présenter et Oui. qu'ils se taisent, en fait. Oui, Que ça soit des bons petits chiens oui. qui se taisent et que peut-être on acceptera de pas trop être horrible avec eux quand on aura le pouvoir. socialistes disent on veut une candidature commune. Les 3/4 des électeurs insoumis disent on veut une candidature commune. Mais vous avez des partis, des chefs de partis, des chefs à plumes là, qui se partagent le gâteau électoral comme si le peuple était des parts de marché. Surtout que moi, j'aime pas ce truc de la candidature commune. En fait, surtout qu'il y a des gens qui disent ah mais oui, moi je voudrais une candidature commune, mais la question c'est à quel prix la candidature commune? Avec qui? À quel prix? Dans quelles Oui. conditions? T'as des gens qui sont en mode ah mais moi je suis d'accord que Jean-Luc Mélenchon soit la candidature commune. Et voilà quoi, mais que des gens qui sont en mode on doit sacrifier les 3/4 du projet insoumis et de mettre Olivier Faure ou Marine Tondelier candidat à la présidentielle, la candidature Avec commune, un elle va programme, beaucoup moins leur plaire d'un coup. avec Là. un programme écrit sur un coin de table qui tient sur la serviette du Oui, c'est restaurant, ça. là. Ça, je pense que la candidature commune, elle va plaire à beaucoup moins de gens déjà chez les insoumis. Hein. Pourquoi d'où Ruffin s'inspire, le déconne pas la gauche, c'est un plagiat du tweet. Déconne pas, Michel. Mais non, mais non, Déconne pas, Michel. Déconne pas. oh, mais non. Mais Le moment non, le plus mais cringe. non. Le moment Ah le plus non. cringe de cette série de merde. La Enfin, non, elle pire, est stylée, la le pire série, moment mais- de la série. Après, la la pire série est bien, mais saison. ce moment-là est vraiment. En fait, justement, cette série est bien, Jusqu'à sauf quand ils essayent de parler de Mélenchon, Oui. c'est un peu bozo, même si en vrai, ça va, tu vois. Ah, il a vraiment Genre, repris le Baron c'est- Noir. Oh là là, le bozo. Cette série, c'est Baron Noir, c'est une série sur la gauche. Après, elle est vraiment bien, la Elle est, série. elle hein. est bien, surtout sur la partie les magouilles des socialistes, etc. Pardon, du coup, reprenons. Du coup, ok, donc il tient vraiment son slogan de merde. Ça suffit, arrêtez vos conneries, déconne pas la gauche. Maintenant, il faut se mettre en ordre de bataille. pour Déconne aller pas la enfin- gauche. Déconne pas la gauche. En fait, moi, ça me donne envie de déconner. Oui. Genre, son élément de langage, je le trouve bozo, mais bozo. Je trouve que ça pue la merde. Hein. Ouvrir un espoir entre l'extrême droite et l'extrême argent. François Ruffin, il y a Clémence Guettet sur le plateau pour LFI qui vous écoute et qui vient de dire en vous écoutant, mais il fait quoi lui? Sous-entendu, Oui, Clémence Guettet qui est sur le plateau, qui entend Ruffin parler, elle fait, mais il fait quoi lui? Mais il fait rien, qu'est-ce qu'il raconte? Genre, et toi, tu fais quoi toi alors? À part faire des sites internet. En plus, je vois vraiment Guettet sur le plateau en mode, mais lui, il fait quoi là? Il y a qu'à Faucon, il en a marre. c'est bien un apparatchik qui défile sur les plateaux télé lui aussi. C'est-à-dire que vous mettez hors de ces gens que vous décrivez? Oui, complètement en dehors. Tout complètement en dehors de personnes qui ont fait toute leur carrière, par exemple, auprès de Jean-Luc Mélenchon, en étant le plus... Mais Jean-Jean. Mélenchon. Oh là là. Ok, vas-y. Tout complètement en dehors de personnes qui ont fait toute leur carrière, par exemple, auprès de Jean-Luc Mélenchon, en étant la petite lieutenante, là, sur les plateaux télé. Donc c'est autre chose. Vous savez, quand on a été journaliste pendant des années et des années, et qu'on est entré en politique après 40 ans, et qu'on vient dire, si je suis président, je suis un président au SMIC. On voit la Oh différence. là 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 là. Oh là 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 là. Avec son film qui lui a rapporté, il est millionnaire, ce FDP. Son film, les droits d'auteur de ses bouquins qui lui font des couilles en or. T'es riche, mais va te faire enculer avec ton SMIC de merde de FDP. T'es plein de thunes, à plus savoir quoi en foutre. Sale enfant de bourgeois de merde, arrête de la ramener avec ça, c'est une immense dinguerie. Ah. Mais surtout, genre, en quoi c'est plus Surtout, tu vas respectable? être président, tu vas être sous chauffeur, tu vas être sous logement payé, tu vas être sous cuisinier. Ah, mais à quoi ça te sert? T'as rien à acheter quand t'es président. Mais surtout, en Ah, quoi c'est plus respectable d'être un journaliste, sachant que les Français détestent les journalistes aussi? oui. Genre, il y a quelque chose que les Français détestent plus que les politiciens, c'est les journalistes. Par rapport à aller toucher des indemnités en étant en permanence député à l'Assemblée. Je ne ferai pas des mandats pour l'éternité. Je suis pas là pour ça. Là, je suis là pour servir les gens et je suis pas là pour déchirer le pays comme ils sont en train de le faire aujourd'hui, eux et les autres. Putain, il est tilté, hein? Mais surtout que pourquoi il est vexé, les gens? C'est que le truc sur lequel les cadres insoumis chient sur Ruffin since forever, Oui. c'est que c'est un bozo qui branle rien et qui pue la merde. Oui. Et qui en fait, qui met en colère les gens sur les hautains, Ruffin, etc. C'est que c'est des gens qui voulaient rien faire à part avoir leur place aux questions Ils du voulaient jamais gouvernement assumer pour les se postes faire qu'ils voulaient. péter la bite. Voilà, c'est qu'ils voulaient rien faire de travail de fond et globalement de travail organisationnel aux militants. Et tout ce qu'ils veulent, les Garrido, Corbière, Ruffin, etc., c'est avoir leur place sur la question au gouvernement
gouvernement pour être au seul moment à l'Assemblée où il y a des gens qui regardent la télé et rien foutre le reste du temps à être des immenses bozos. Et Rappel, du hein, coup, ils se font terminer Since Forever juste à cause de ça, quoi. rappel hein, que quand ils se sont tous plaints qu'ils s'étaient fait purger de la direction de la France Insoumise, etc., avant la purge des législatives, hein, que oh là là, ils s'étaient fait purger, que les historiques n'étaient plus à la direction de la France Insoumise, etc., Ruffin, il avait été approché pour avoir un poste dans le nouvel organigramme de la France Insoumise. Mais en fait, au moment où ils lui ont demandé, ok, tu débloques quel jour dans ton agenda pour faire les tâches, bah il les a plus rappelés. Ça en dit Surtout long un que peu, à c'est la la fin, raison pour laquelle on l'aime pas. ça Quoi, peut et être pourquoi on un dit qu'il peu fait rien. le côté Stakhanovis de la fille, des fois, ça peut un peu, tu sais, tu peux Oui, un peu être en mode oui, bon. oui, ça va être vrai. Mais bah, sur Ruffin, en fait, quand tu as des exigences à ce point-là et que tu es en mode on m'a pas laissé ma place et que tu veux rien foutre, c'est là aussi où votre côté Stakhanovis méritocrate, qui peut être chiant, ça vous permet quand même de filtrer les ruffineries Garidori, tu vois. Encore une fois, vous en conviendrez, il serait quand même plutôt pas mal d'entendre la réponse de Clémence Guettet qui est justement là. L'attaque a été assez vive, elle a l'occasion de vous répondre, elle le fait, allez-y. Non, je réponds pas, je parle aux Français et je leur dis que... Ah, le mépris. Ah, le Non, mépris. non, je ne réponds pas à cette personne, je ne le connais pas. Qui êtes-vous, monsieur? On est satisfait d'une partie des résultats en effet ce soir parce qu'on gagne à Roubaix, on gagne à Creil, on gagne au Tampon à La Réunion, ça n'est jamais commenté mais il existe aussi des territoires ultramarins qui ont voté plus tôt et donc on est satisfait de ces résultats parce que pour la France Insoumise c'est une sorte de crise de croissance, on a des dizaines et des dizaines de personnes qui vont rentrer dans les conseils municipaux, qui représentent le peuple, qui n'ont jamais été élus auparavant et qui vont se battre pour être soit dans l'exécutif, c'est le cas à Saint-Denis notamment dès le premier tour la semaine dernière et dans les villes que j'ai citées, ou qui vont se battre pour être dans l'opposition, une opposition claire et ferme. Et je suis satisfaite aussi de voir que dimanche dernier, nous avons donné une consigne claire. L'extrême droite, quand elle menace, ne doit pas pouvoir l'emporter. Et donc à Marseille, par exemple, M. Delogus est désisté. Ça n'a pas été le cas dans d'autres villes où des socialistes se sont maintenus, par exemple. On va y revenir, Madame Guettet. Et donc, non, c'est important parce que M. Ruffin a parlé de l'extrême droitisation du pays, la progression du Rassemblement national. La progression du Rassemblement national, pour l'endiguer, il faut être clair sur ses appuis. Oui, allez-y, François Ruffin. Attendez, Clémence Guettet. Et vous reconnaîtrez comme moi que le Parti socialiste a complètement... Allez-y, Clémence Guettet, on va rester ensemble en plateau. François Ruffin, On vous écoute, monsieur Ruffin. Il a l'occasion de répondre, on lui donne la parole également. Ce que j'entends, c'est une autruche, vous savez, c'est la politique de l'autruche. On se Une autruche, carrément. C'est vraiment une pintade à plumes, quoi. C'est sympa. met la tête dans le sable et en plus là on vient crier victoire, victoire, victoire. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer dans le pays, non seulement Elle a pas crié victoire, victoire. Elle a dit le PS a pas fait le taf alors que nous on a fait le taf. aujourd'hui, mais maintenant depuis des années, où en vérité on a un électorat qui fuit la gauche, qui fuit une gauche qui lui fait peur et qui pour l'instant va se rassurer auprès du Rassemblement national. Évidemment c'est l'inverse qu'il faudrait produire. Ce qu'il faudrait produire c'est une gauche qui accueille, une gauche qui ouvre ses bras, une gauche qui est une gauche de la générosité. Il faut une gauche gentille et pas une gauche méchante. Et qu'il faut qu'on soit gentil et qu'on accueille tout le monde et qu'on soit une gauche qu'elle et déconne une pas. gauche qui fait pas peur. C'est une gauche qui est une gauche du courage et c'est pas ce qu'on donne à voir par les temps qui courent. Donc il faut que ça change tout ça et je le redis, c'est pas par les petits apparatchiks de la politique qu'on va s'en sortir. Ouais, il est vraiment énervé, hein. C'est une Bon, dinguerie. pourquoi il a autant de somme contre elle en tout cas, c'est bizarre. Et du coup, apparemment, il a répondu à la polémique. Ah bon, ça mets le Attends, fait déjà de Rima Hassan. Déjà, voyons voir la réponse de Rima Hassan à sa sortie. Aïe, aïe, aïe. Parce que moi, je suis d'accord avec son énervement de Rima. Parce qu'il y a plein de gens qui sont énervés sur le côté misogyne, c'est bien, mais ils n'ont pas soulevé le truc en termes de rapport de classe. Et le plus énervant, c'est le président au SMIC. Ah Moi, je ouais. suis très heureux que Rima, elle est dingue sur ça. Du coup, si je suis président, je suis un président au SMIC, c'est d'une indécence de convoquer en permanence de façon démagogique cet imaginaire de vie avec le SMIC dans les faits de Ruffin. Dans les faits, Ruffin est un bourgeois. Ruffin touche des droits d'auteur conséquents sur les livres qu'il a eu le privilège de pouvoir écrire. Oui, c'est un privilège de pouvoir écrire et d'en vivre. Exemple, l'année 2020, plus de 100 000 euros. Ruffin détient 75% des parts d'une SARL valorisée à plus de 370 000 euros. Ruffin a touché plusieurs dizaines de milliers d'euros au titre de la production cinématographique. Ruffin est le fils d'un directeur de service agronomique chez Bonduel et d'une mère issue d'une famille de commerçants et a été scolarisé dans le privé. Le SMIC pour lui, c'est un complément à tous ses privilèges déjà acquis, socio-économiques et familiaux. Pour les gens, le SMIC, c'est tout ce qu'ils ont. François Ruffin, moi, contrairement à toi, j'ai été témoin d'une vie au SMIC chez moi. C'est 300 à 400 euros découverts tous les mois. C'est des rendez-vous ponctuels avec des assistantes sociales pour pouvoir se payer un frigo, une machine à laver ou une facture trop élevée. C'est parfois des coupures d'électricité chez soi parce qu'on n'a plus de quoi se payer. C'est répartir sa liste de courses sur différents magasins en fonction des prix des produits. C'est repérer la station essence la moins chère de la ville. C'est aller au resto du cœur avec ses enfants en préservant ce qui nous reste de dignité. Il n'a jamais vécu ni même ressenti ça de sa vie. Je suis outré de l'instrumentalisation qui est faite de cette réalité d'une vie au SMIC. J'ai pas fini avec lui. J'ai pas fini avec lui. Il peut tenir ce discours parce qu'il vit dans un milieu privilégié. Il a pas de monde de sa famille dans le besoin, un entourage à soutenir, des gens à aider pour qu'ils sortent de la galère. Il a le syndrome du sauveur bourgeois. Il y a ça aussi, le truc de le jugement, ça veut dire que t'as des gens
qui vont avoir pendant 5 ans, allez 10 ans, 6 000 balles de trucs où les 3/4 de leur salaire, ils savent qu'ils l'auront plus jamais. Peut-être qu'ils vont en mettre de côté pour la suite de leur vie de Bah oui. prolo ou alors Ou le alors pour leur dépenser pour daronne aider leur qui est famille, malade, pour ou les pour... darons, oui, pour les oui. tantes, machin, etc. Mais lui, il s'en bat les couilles. Son SMIC, c'est son argent de poche, ça, ce Oui. fils de pute, de Oui, quoi oui, il nous oui. parle? Elle l'a détruit, hein. Moi, je trouve que c'est bien de l'avoir attaqué sur le côté misogyne, mais je suis heureux que Rima Hassan ait ramené la question de la classe Oui, dans cette totalement. histoire. Parce que les Totalement. deux sont importants. Les deux sont aussi énervants. Imo. Parce qu'en plus, même quand lui il se justifie, il dit non, mais justement, je suis au SMIC parce que je peux me le permettre, et du coup, c'est pour montrer que, bah, du coup, dans ce cas, ça sert à quoi Mais ça sert à d'en rien de faire. l'utiliser comme Oui, argument dans ce ça sert cas. à quoi de le politiser si justement la base de ton argument, c'est de dire que toi, spécifiquement, tu as des privilèges, donc tu peux le faire. Genre, parce que en face, pendant ce temps, tu avais toute l'extrême droite qui était sur le dos de Rachel Keke, en mode, elle détourne de l'argent par sa simple existence, rien que par le fait qu'elle est députée et qu'elle devrait pas avoir de l'argent public. Bah, Rachel Keke, c'est pas mise au SMIC en fait. Genre, elle en a profité pour faire vivre sa famille, point barre. Genre, tu sais, t'as un truc de. Bref, ça m'énerve. Et du coup, donc, la réponse de Ruffin. Vous l'avez traitée de petite lieutenante. Elle vous a répondu en disant qu'elle n'était la lieutenante de personne. Mais c'est ça aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon? Mais c'est pas nouveau. Enfin, on voit. Attends, donc même la question, c'est dire, c'est ça vraiment Jean-Luc Mélenchon, il n'a que des lieutenants. Vous pouvez nous dire comment tous les députés insoumis ne sont que des perroquets du grand chef? Parce qu'un grand absent de la campagne municipale, c'était Mélenchon. Genre même, je sais plus où est-ce qu'il disait qu'il avait reçu plein de coups de fil après le premier tour et il avait répondu à personne. Il était en mode, bon, les camarades feront ce qu'ils veulent localement, je ne vais pas les influencer, etc. etc. Mais c'est vraiment, du coup, ils disent, vous pouvez taper sur Mélenchon encore plus. Genre même pas pour dire, est-ce que vous pouvez préciser vos propos sur Clémence Guettet, c'est, vous pouvez taper sur Mélenchon vite fait. On voit bien ce qui se passe à la France insoumise. Non, mais il a fait des meetings. Mais par contre, il a fait des meetings de soutien, etc. Bien sûr. Mais genre, il s'est pas présenté comme étant en lead sur la stratégie, sur le truc, etc. Genre, tu sais, c'était pas en mode Mélenchon parle à la place de tout le monde. C'était dans ce sens-là, quoi. Ce sont les lieutenants qui sont passés par Sciences Po, qui C'est ont fait vraiment un insoumis. Non mais Guillaume Knack, mais enfin c'est juste que genre une campagne où Mélenchon est présent, c'est une campagne où l'appareil central est omniprésent et ça ressemble pas à ça. Tu vois. Oui, c'est plutôt Bompard qui avait le rôle qu'on prête à Mélenchon, voilà, dans ce sens-là. Parce que le rôle de stratège, de qui décide, etc. C'était Bompard, c'était pas Mélenchon. les lieutenants qui sont passés par Sciences Po, qui ont fait collaborateurs parlementaires, qui ont tenu les faits servis Ah, tu veux dire tes anciens collabs qui sont devenus députés et qui ont perdu aux élections municipales aussi, juste pour savoir. de porteurs d'eau à Jean-Luc Mélenchon, qui sont parachutés aujourd'hui dans les meilleures circonscriptions. Mais vous savez ce que je raconte là? Au fond, c'est ce que le Parti socialiste a pratiqué dans ces belles années en réservant les meilleurs morceaux pour ses collaborateurs parlementaires. Voilà comment ça marche. Et donc sa réponse, c'est dire ouais, mais de toute façon, ces gens-là, ils ont fait Sciences Po, ils ont été les porteurs d'eau de Mélenchon et ils ont la voie royale et c'est comme le PS à l'époque. Oui, ok, oui, alors. Je vais apprendre quelque chose à François Ruffin. Lorsqu'un parti politique devient hégémonique, il y a des gens qui vivent autour de ce parti politique. Parce que pour faire vivre un parti politique qui a des prétentions nationales, c'est-à-dire de prendre le pouvoir, tu sais ce que tu veux faire avec ton union de merde là, bah oui, il faut des permanents. Il faut des gens qui sont payés pour des tâches militantes. Parce que tu le fais pas juste avec des bénévoles qui le font pour tes beaux yeux, comme tu le fais à Fakir. Donc oui, c'est normal qu'il y ait des permanents. Les collaborateurs, alors évidemment, il y a beaucoup de questions à se poser sur les collaborateurs, sur le côté en effet, voie royale, Sciences Po, collab, un petit peu cadre, etc. Des gens qui touchent jamais vraiment au terrain. C'est une question à poser, c'est une question qu'il faut poser dans tous les partis, y compris dans le tien. Mais en attendant, l'union que tu proposes, c'est avec le PS qui fait exactement pareil. Tu proposes l'union de la gauche là, donc je comprends pas. C'est bien quand le PS le fait. Ah non, c'est pas bien quand le PS le fait, c'est pas bien quand la France Insoumise le fait, mais il faut quand même faire l'union avec ces gens-là. Donc du coup, tu dépends quand même d'apparatchiks qu'on fait le PS. Voire même pire, ils ont même été ministres. Donc faut choisir. C'était le bouquin de Johanna Silva là. Qui était une ancienne collaboratrice de Ruffin qui avait été en couple avec. Je trouve les parties sur le côté couple sont un peu moins, enfin voilà, mais elle raconte pas mal le fonctionnement un peu interne à l'intérieur de Fakir, Picardie debout, etc. Où bah oui, globalement, genre oui, tout le monde s'est barré. Genre c'est vraiment le mec. Les gens ils se plaignent des méthodes managériales de Sofia Chikiro, mais vous avez pas vu Ruffin. Hein. Au moins Chikiro elle paye ses collaborateurs. Bref, pour finir quand même sur les petites bisbilles un petit peu rigolotes à gauche, quoi, on voit, moi ce que je trouve qui est beau, c'est que tout comme les saisons passent
et les bourgeons reviennent au printemps, et ben c'est un peu pareil avec eux. Après chaque élection, ils nous refont leur même slogan nul. Les feuilles se remettent à tomber, et puis ils continuent de faire le tour des plateaux télé. C'est beau, ils ont un côté un peu environnemental presque. C'est un truc, ah là là, le printemps est de retour, les traîtres sont de sortie. C'est beau, c'est presque poétique. Je pourrais presque faire un haïku là-dessus. Enfin bref. Oui, pour finir vite fait, il y a cet extrait qui a été sorti par Twitch gauchiste. Ah oui, l'extrait de fou là. Parce que vous savez, Jean Massier, grave, il a hein. fait un stream de React aux élections municipales. Et du coup, il était avec ces deux chroniqueuses pour parler notamment de Sofia Chikirou. Je vous propose qu'on écoute la parole de cette journaliste du JDD et de ce qu'elle a à dire sur la candidate de la gauche. Avec une pour Paris. formation de journaliste, donc je pense qu'elle va pas dire n'importe quoi. Oui, tu vois. normalement, les journalistes, ils sont neutres, ils font attention aux faits. Voilà, ils travaillent et tout, quoi. Oui, en théorie. Qu'il est temps que la hype Rachida Dati qu'on aimait bien ou qu'on aimait bien, mais qui nous faisait rigoler parce qu'elle avait dit à Gabriel Attal que son chien le transformerait en kebab, ou parce qu'elle a foutu une tarte à Brice Hortefeux il y a 10 ans. Il faudrait que ça s'arrête là. Rachida Dati, c'est quand même un style de femme politique particulièrement dégueulasse, Et ça- totalement issu du d'accord. Sarkozy. D'accord. Un style de femme politique dégueulasse, c'est-à-dire genre c'est son programme, c'est ce qu'elle met en place. Bah en fait c'est marrant C'est les parce que politiques j'aimerais qu'elle bien a savoir faites ce qui quand elle était définit, garde parce des que Sceaux. dégueulasse parce que c'est une droitarde, moi je suis d'accord. Mais est-ce que c'est dégueulasse parce qu'elle est un peu vulgaire et qu'elle insulte ses Oui, collègues est-ce que de c'est son Salra style Star? qui est dégueulasse ou est-ce que J'aimerais c'est son savoir ce qui est contenu? dégueulasse chez elle. Bah Parce oui. que si c'est dégueulasse politiquement, je suis full d'accord avec lui. Mais ça m'étonne pas qu'elle soit très pote avec Chikirou pour le coup. Je trouve que dans leur manière de pratiquer. Qu'elle soit très pote, carrément. Elle est très pote avec Chikirou. Alors désolé pour avoir entendu Sofia Chikirou parler de Dati en privé. Elles sont tous sauf potes. C'est une folie. Hein. C'est vraiment les deux femmes C'est arabes. vraiment l'aliénation au Parti socialiste de ces gens. Ils bouffent et ils reprennent recrachent jusqu'aux fake news de chacun de Grégoire, leurs éléments de langage. Hein. Chaque fake news de Grégoire est sorti comme une info. C'est fou. Hein. Ah, c'est les deux arabes là. Ah ouais. Tu ne peux pas le prendre autrement que les deux arabes qui se sucent la bite, quoi. Alors que t'as Sandrine Rousseau en 4K qui a dit qu'elle était pote avec Dati et que c'était son amie de droite. Mais non, ça va être Sofia Chikirou qui est mise sur le grill en mode ah, elles sont forcément potes. Et là où moi je vois très bien aussi leur chemin mental pour se justifier que c'est pas raciste, parce que je pense que dans leur tête c'est pas parce qu'elles sont arabes, c'est parce qu'ils ont un peu le même style, un peu méchante, un peu provoque, Ouais, un peu ghetto, ouais. un peu rentre dedans, un peu ghetto. Oui, donc oui, c'est parce que c'est deux meufs rebeux, quoi. On a compris. Raconte-toi tout ce que tu veux. T'es juste raciste en fait. Que ça. Je crois qu'elles sont très potes. Hein. Arrête. Je pense que dans... Ah, je crois qu'elles sont très potes. Ok, donc ça passe de. Elles sont ça très, m'étonne très, pas très qu'elles soient très potes, potes hein. à je crois qu'elles sont très potes. Ou je pense, ça m'étonnerait C'est pas. vraiment, oui, les meilleurs amis du monde. Hein. Ah ouais, de fou, les meilleurs amis du monde, ouais. Une forme de complicité de loin, mais. Rachida est super pote avec Sandrine Rousseau. J'adore Jean Massier qui est en mode bon. C'est une voilà. dinguerie qui est en train d'être dit, mais en même temps, l'élément de langage est vraiment bien parce que moi aussi, je Oui. déteste Sofia Du Chikirou. coup, je vais sous-entendre Une que. complicité de loin. Oui, parce que du coup, Mais je vais donc, sous-entendre que pourquoi comme. Bah si, parce que sur le plateau de BFM, on me prenait en sandwich Grégoire et qu'elles se sont marrées ensemble à un moment. Ah oui. Tu vois, c'est c'est ça de la loin. complicité de loin. C'est comment on appelle ça? Plausible deniability. J'oublie toujours comment on dit ça. Et oui. Au milieu, c'est Chamboncel. Chamboncel, elle dit rien jusqu'à ce que ça attaque Sandrine Rousseau. Oui, de fou. Au début, Chikirou, elle s'en bat les couilles, mais Sandrine, non, pas Ah non, Sandrine. Sandrine, hein. attends, quand même. Hein. Alors que Sandrine Rousseau a dit qu'elle était pote avec Oui, elle. elle C'est l'a ça que dit j'adore. elle-même. Elle a dit ah, c'est mon coming out de droite. Bref. Elles ont peut-être une forme de complicité de loin, mais. Rachida est super pote avec Sandrine Rousseau. Non, aussi, elle hein. est pas super pote avec Sandrine Rousseau. Non, elle est pas super pote non elle plus. est Attends, pas super ça va, pote, c'est voilà, c'est non, attends, oh. Petite erreur de corps. Ah, Sandrine, voilà. Elle en a parlé comme d'un coming out, mais elles sont pas super potes non plus, quoi. Alors, voilà. Non, elles ont eu des Ça mots va, peut-être quoi. amicaux à l'égard de l'une et de l'autre, mais elles sont pas potes. Elles ont peut-être eu des mots amicaux ensemble, mais elles sont pas potes, quoi. Humainement, c'est quelqu'un qui est différent de la caricature qu'on en fait dans les médias et qui a quelque chose que je trouve intéressant dans le rapport humain. Vraiment. Il y a un truc un peu de bandit au grand cœur, quoi, derrière Rachida Dati. Je n'ai pas cette espèce d'aversion que beaucoup ont pour elle. Pour moi, ça fait partie de ces politiques, et il y en a pas tant que ça, qui, quand on arrive dans une salle, saluent de la femme de ménage à la personne VIP du moment. Je trouve que ça fait partie de ces gestes importants. Non, mais elle dit pas qu'elles sont super potes. Beaucoup son style. Non, bah non, elles sont pas potes du tout. Elles sont pas Je potes, veux elles sont dire, pas potes. ça va, quoi. Elles sont pas potes. C'est un peu une bandit au grand cœur, quoi. Ah ouais, oh là là.
Oh là là. Où ça t'amène le fétichisme quand même, hein. Ça t'amène plus à fétichiser la femme arabe de droite que la femme arabe de gauche, c'est marrant ça. Mais Non, je suis pas sûr de ça non plus. Mais pour moi, Chikirou et Dati, c'est le même type de manière de pratiquer de la politique. C'est beaucoup de violence, tu vois. C'est Beaucoup de violence, d'accord. C'est vraiment les éléments de langage Emmanuel Grégoire, c'est une folie, hein. En fait, les journalistes qui pensent qu'on voit pas qu'ils sont dégénérés, aliénés à tous les socialistes bourgeois de Paname et que c'est leur sociologie qu'ils ne font que traîner avec des gens comme ça. Et le fait qu'ils pensent que les gens ne le voient pas, ça me fascine. Oui, de fou. Je veux dire, ça se voit un nez qu'au milieu de la figure, ils ne font que répéter chaque élément de langage que les socialistes choisissent. Ils ne font que les spammer ad nauseam. Ça me fascine le fait qu'ils ne se rendent pas compte qu'on le voit en fait. Oui, de fou. On voit toute votre sociologie et l'aliénation à votre milieu social. C'est impressionnant. Après, Chikirou est issu du sarkozysme aussi, hein, mais là... Oh, la fake news de Chikirou issue du Oh là là. Oh là là. Oh, Elle est c'est issue du nul. PS. Oh là là, oui, c'est déjà assez honteux de C'est déjà venir du assez honteux PS, de venir du PS comme ça. Pas besoin d'en rajouter. Hein. Oui, Dixit, la meuf issue du JDD. C'est comme s'il Oui, disait que... C'est méchant Mélenchon de pas nous soutenir. C'est comme s'il disait que cette meuf a été formée par Bolloré. C'est littéralement le même truc. Le truc de Sarkozy, c'était faux. Oui, c'était faux. Elle n'a pas été Sarkozy, Chikirou. On en parle parce qu'ils vont développer le truc, mais comme ça, je vais vous expliquer le tiers des fake news. Ouais, la gauche moderne à l'époque. À l'époque, pour ceux qui n'ont pas connu. Waouh. À l'époque. Petit malaise. Petit malaise. Petit malaise. Petit malaise. C'est pas comme s'il venait de parler de deux femmes arabes en disant qu'elles se ressemblent un peu. Ouais. Ah, j'ai l'impression de la fois où on a parlé aux mecs du crayon. Ils étaient pareils. J'adore dire Wallah. Wallah la quicheta, les amis. Friche Corleone. Ils ont vraiment dit ça, Prop Dog. La quicheta, c'est mon mot préféré actuellement. Wallah la quicheta. En 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Il tend la main à la gauche en faisant une politique dite d'ouverture. C'est comme ça qu'il se retrouve avec Fadila Amara, avec Ramayad, etc., qui rejoignent le gouvernement. Et Jean-Marie Bockel, qui était un responsable socialiste, qui quitte le PS pour rejoindre Sarkozy, qui crée la gauche moderne pour créer un espace d'aspiration des gens issus de la gauche vers le sarkozysme. Et c'est là que Sofia Chikirou s'est retrouvée, dans le sarkozysme. Bah du coup non, parce que ce qui s'est passé, c'est que le PS lui a refusé une investiture quelque part. Du coup, elle est allée du côté de Bockel. Elle y est restée 4 mois. Et quand Bockel a rejoint Sarkozy, il a dit à Chikirou en mode mais t'as rien à faire là, ça se voit que t'es de gauche, perds pas ta jeunesse avec moi. Et du coup, elle s'est barrée. Elle l'a raconté partout. Elle l'a raconté chez Samzira. Elle l'a répété à d'autres endroits. Genre elle est restée 4 mois. Et après, le mec lui a dit non, franchement, quand même, arrête. T'es trop de gauche pour ça, casse-toi. C'est ce qui s'est passé. C'est voilà. C'est pour ça. Surtout, la fake news. Surtout les Chikirou côtés sarkozyste droitards vient de de ça. Chikirou. Surtout les côtés droitards de Chikirou, c'est bien plus des vieux livres sur la laïcité en Bien mode sûr, Mélenchon, c'est quoi. des C'est trucs le du parcours PS, Mélenchon classique. oui. C'est vraiment PS, laïcard, universaliste, colorblind of all time. Enfin, tout le monde le sait, tout le monde connaît. En tout cas, les gens qui s'intéressent à la politique savent très bien le côté droitard de Sofia Chikirou, qu'elle a moins qu'avant, qu'elle a peut-être encore sur des points, tu sais, genre. Oui. Et là, vraiment, elle est sarkozyste. C'est vraiment genre. En fait, Oh c'est là là. leur incapacité de parler du contenu et du programme. Parce qu'ils savent très bien que les points un peu droitards de Chikirou sont déjà un peu plus à gauche que ceux d'Emmanuel Grégoire. Un gars du cabinet de Marisol Touraine, une journaliste du JDD, reproche à Chikirou d'avoir été 4 mois dans un parti pas clair auquel elle n'adhérait pas. Oui. En 2007. Mais ça n'a pas duré longtemps apparemment parce qu'elle n'a pas obtenu une investiture, donc elle se barrait. Non, c'est l'inverse. Elle a rejoint Bockel parce qu'elle n'avait pas obtenu une investiture. C'est l'inverse. Oh là là, le whipping. Mais en fait, le whipping pour dire en mode Chikirou n'est qu'une opportuniste et elle a quitté les sarkozystes pas par des accords politiques mais parce qu'elle n'avait pas eu son petit poste. Alors que c'est Le l'inverse. rapport à la fille est toxique. Hein. En fait, surtout, ça se voit qu'eux, ils attendent que la fille meure pour arrêter de faire semblant d'être de gauche, quoi. Oui, de fou. Genre, c'est tellement leur rêve. Oh là là, c'est vraiment. Tu sais que leur avis entre eux, c'est de dire ah là là, on n'en peut plus des insoumis, là. Ils sont Ah là là, ils violents, n'ont pas conscience des. Non, surtout, moi, je pense qu'en dehors de la violence, je pense que ce qui les dérange le plus, c'est qu'ils sont irréalistes. Moi, je pense qu'un Jean Massier, c'est ça qui l'énerve le plus. C'est que c'est pas la gauche du gouvernement. Oui, c'est ça. C'est qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que d'exercer le Et pouvoir. de devoir faire des compromis. hein. Et devoir faire des compromis, et voilà. Quoi. Oui, mais et moi, je pense que ça l'énerve au plus haut Mais point. c'est vrai que c'est vraiment un truc de journaliste. Beaucoup ont été trigger par tout le programme, rien que le programme. Et les gens le ressortent encore en mode ah, c'est tout le programme, rien que le programme. Et genre, c'est vraiment leur obsession de vous n'allez pas faire de compromis, vous ne comprenez pas la politique, vous êtes des bozos. Oui, c'est ça. Alors que c'est ce qui Bon, fait que c'est les pas gens les votent pour gens, la que Jean vote LFI, mais vous savez, il a peut-être voté LFI, il revotera peut-être je LFI. pense, C'est pas parce que tu votes LFI que ça t'absout de tout ce que tu racontes
Ah ouais, comme hein. conneries politiquement Ah ouais. derrière. Et t'as des gens qui ont peut-être jamais voté LFI qui sont bien plus basés politiquement, hein. Ce que tu votes ne dit pas tout de ce que tu dis en tant que commentateur, slash influenceur, slash militant, slash machin. Enfin, ce que individuellement tu votes n'est pas le début et la fin de ta prise de tes positions politiques, en fait. Et elle est revenue à gauche et elle a fait la rencontre de Jean-Luc Mélenchon en 2008 quand il a quitté le PS, Quand je il a crois, quitté le PS. l'année suivante. Ah bah elle a suivi direct. Chikirou, c'était la pire candidate pour LFI. Alors, il y a des questions qui se sont posées. Moi, j'ai beaucoup entendu en off des insoumis me dire En off, c'est toujours en off, c'est pratique. En off, tous les insoumis la détestent. l'incarnation n'était pas possible. L'incarnation. Parce que ce n'est pas c'est une incarnation. C'est quoi l'incarnation n'est pas possible dans quel sens? Je comprends pas ce qui est quoi pas possible. L'incarnation, de base, c'est un terme journalistique pour parler des gens qui animent le JT, puisqu'ils incarnent les informations qui sont écrites par les journalistes, etc. Et du coup, c'est l'incarnation du JT, etc. Et en fait, c'est un terme journalistique qui a commencé à se coller de plus en plus à la politique, notamment pour commenter les personnalités politiques en fonction d'un point de vue complètement people, est-ce que cette personne est un bon marketing pour ses idées. Du coup, c'est pour ça que l'incarnation, ça veut dire ça. Mais attends, mais du coup, elle est pas possible, pourquoi? Genre parce que ils auraient dit c'est horrible de bosser avec elle ou. Oui, parce que moi, c'est plutôt ça les D'accord. griefs que j'entends. Je Tu vois, des comprends gens qui ont pas. bossé En pour gros, elle, qui l'incarnation ont n'est pas aimé. possible, c'est qu'elle a trop une mauvaise image, c'est ça qui sous-entend? Oui, je pense que ça doit être ça. Hein. Mais qui ils auraient pu envoyer? Moi, c'est la question que je me À Paris, ils ont l'embarras du choix. Ah ouais, mais tu mets. En même temps, ils avaient Daniel Simonet avant, mais ils l'ont viré. Donc, Attends, il sous-entend Ah, que on Daniel sait d'où Simonet vous aurait allez, été une meilleure incarnation. Ah, Daniel Simonet, elle serait allée dans le métro taper sur des casseroles. Oui, la meuf qui fait des criers dans le métro pour diffuser ses tracts et qui fait chez tout le Et monde. qui suce la bite de tous les droitards du PS tellement elle a pas de colonne vertébrale politique. La meuf, elle s'est barrée quand la France Insoumise est devenue antiraciste. C'est bon, ça y est, frère. Et qui s'était présenté en 2020 et qui a fait 4% aussi. Oui, elle a déjà fait Parce que une campagne. je veux et bien, c'est attends, je veux bien qu'on dise la France Insoumise a enjambé les municipales en 2020. En 2020, s'il y avait bien une municipale dans laquelle la France Insoumise, en tant qu'appareil de parti, était présente, c'était Paris. Donc là, pour le coup, c'était vraiment la fille qui s'était présentée à Paris, pour le coup. Et c'était Daniel Simonet qui était à la tête. Il nous a ramené qui? Bref. Donc voilà, pour finir sur les opinions très informées de nos journalistes. Delogu, pareil, il prend un pressing alors qu'il est bon. Oui, genre, je veux dire, à un moment, genre, Chikirou, tu parles d'incarnation. Autant, si t'emploies un terme médiatique, bah vas-y, parle de comment elle a roulé sur le débat de BFM, par exemple. Mais en fait, c'est juste que non, eux, ils sont en mode, parce que l'article Mediapart, il a dit qu'elle avait parlé à Alexis Poulain, et que même il y a une vidéo où elle avec Marc-Edouard Nab, même si elle sait pas qui c'est, et qu'en fait, si tu regardes la vidéo complète, elle sait pas qui c'est, il refuse de lui dire qui c'est, mais quand même, c'est que c'est une honte absolue, et que regardez, Chikirou, elle est méchante, parce qu'elle est mise en examen pour un truc dont elle-même elle a porté plainte et pour lequel il n'y a pas de plaignant parce que le média, il n'y a pas de bif avec elle, et qu'elle a dit que la Chine ça l'intéressait et qu'elle n'a pas répondu à Quotidien quand que Quotidien ils ont dit la liberté de la presse en Chine et qu'elle a pas voilà, donc c'était voilà, c'est tout, hein. C'est ça leur argument, c'est une mauvaise incarnation, hein. Bon, hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager, comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.